Alors, bienvenue tout le monde ou re-bienvenue peut-être à ceux qui ont déjà été à l'écoute dans le passé sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez la deuxième saison de mon podcast après plus d'un an et demi d'absence depuis la fin de la première saison qui s'intitule Dans le franc des yeux, où est-ce qu'on essayait de parler avec des invités avec franchise de situation, principalement dans la première saison en lien avec la crise covidienne qu'on a connue dans les trois dernières années et plus. Donc, la première saison s'intitulait, en gros, le sous-titre était Acquis la science, où j'essayais de comprendre un petit peu plus quelle était la place de la science en politique, socialement et bien sûr en lien avec toute la crise, là, encore une fois, qu'on a connue. La deuxième saison va être un peu différente. C'est quelque chose que j'avais laissé entrevoir dans quelques épisodes de la première saison. On va passer d'un aspect plus actualité, crise pandémique, etc., à un aspect un peu plus historique. Donc, ça va être une série d'environ une dizaine d'épisodes, peut-être un petit peu plus, dans laquelle j'ai eu le désir d'essayer de comprendre un peu l'origine de notre histoire ici au Québec, mais moins au niveau de l'aspect colonisation et tout ça qu'on connaît tous un petit peu, qui est en l'air du temps avec les conversations sur le racisme systémique et le néocolonialisme qui est toujours rampant en Occident et au Québec, etc. Mais plutôt en lien avec un aspect géopolitique, géostratégique et aussi surtout scientifique, s'il existe. C'est parce que pour moi, la notion scientifique fait beaucoup plus appel à la notion de la méthode scientifique et c'est quelque chose d'ailleurs que les gens ont parlé de plus en plus dans les dernières années avec la pandémie, hein, faire la différence entre la science et la méthode, donc le processus scientifique en soi, ce qui est excellent. Donc, ça fait de plus en plus partie de la conscience collective ici et partout au monde. Mais donc, pour moi, c'est ça, les liens entre science et la gestion de notre réalité sociale vont beaucoup plus loin et sont beaucoup plus fondamentaux que juste qu'est-ce qu'on peut connaître en termes sanitaires ou de sécurité ou d'avancées technologiques ou choses comme ça. Si je fais une parenthèse sur le Québec, donc évidemment, je fais juste parler de mes opinions, de ma compréhension à moi, hein, en tant que personne qui est en constante évolution et qui n'a probablement pas toute la vérité incluse, bien sûr, infuse, voilà, infuse. Mais donc, ma compréhension actuelle à peu près là, de ce qui se passe au Québec, OK, si on veut faire un gros résumé grossier, c'est que principalement dans notre cerveau connectif présentement, ça tourne beaucoup autour de la Révolution tranquille, notre évolution en lien entre autres avec la science. C'est une transformation, la Révolution tranquille, qui a vraiment été inégalée, je pense, quasiment à la grandeur de la planète. Il y a sûrement eu des choses aussi grosses que ça ailleurs, mais de la façon que ça s'est fait au Québec, ça a été fantastique. Les Canadiens français, notre peuple ancestral, si on veut, pour la majorité dominante là, en termes démographiques au Québec, ont été hyper catholiques et sont passés en l'espace de moins de 2 décennies, une décennie et quelques, à des Québécois, donc une personnalité civique laïque, si on veut, baignant dans une espèce de mélange de progrès scientifique, athéiste, entre autres sous fond peut-être de culture catholique. Donc, je vais juste résumer avec des grandes lignes ici pour vous dire d'où est-ce qu'on part pour la saison qui s'en vient. Dans ça, il y avait bien sûr un désir de modernité et de devenir une nation présente avec une espèce de pas et une voix à l'international pour faire valoir sa culture puis contribuer à l'évolution de l'humanité plus large. Donc, mon introduction, ou plutôt mon introspection personnelle me fait, moi, essayer de voyager un peu plus dans le passé. Donc, avant la Révolution tranquille, parce qu'il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire, hey, attention, tout le monde, il n'y avait pas juste du négatif dans la religion, il y avait des aspects positifs et ça a été peut-être un peu effacé à coups de grands pinceaux là, depuis la Révolution tranquille dans notre conscience plus moderne ici. On a vraiment une perception négative de la religion, de tout ce qui est les textes sacrés de Dieu, etc. ici. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passait vraiment il y a 300-400 ans à ce moment-là, lorsque notre nouveau monde, en fait, naissait ici, nouveau, bien sûr, pas nouveau pour les Premières Nations, OK, tous les caveats et les nuances nécessaires ici et que l'infâme empire américain prenait racine au sud donc de notre frontière, pendant que l'empire britannique coupait nos racines sur notre propre territoire après la fameuse conquête. J'ai donc réussi à connecter avec trois personnes, trois invités qui sont tous des auteurs différents, mais rassemblés autour un même point de vue par rapport à notre histoire. Donc ça, j'ai fait ça pour vous sur l'espace de 4-5 mois environ à l'hiver 2021-2022. Donc, tout ce travail-là a été quand même fait il y a assez longtemps et ça m'a demandé beaucoup de temps pour le faire. Euh, et ce que ça se veut comme travail, la présentation que je vais vous faire ici avec mes invités, c'est donc un travail explicatif, OK, mais non définitif, bien sûr. Donc,
Je dirais par contre que c'est absolument nécessaire, je pense, en tout cas humblement, pour comprendre les événements des 3 dernières années et ceux qui s'en viennent probablement dans le futur sur la scène internationale par les yeux de notre peuple ici, les Québécois, et plus largement un peu la notion des Canadiens français aussi dans tout ça. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un épisode prequel, si on veut, une mise en bouche peut-être ou une présentation générale de la série. On va présenter nos 3 invités et avoir un peu leur opinion générale sur comment est-ce que leurs points de vue se réunissent ensemble pour parler de la situation de l'histoire du Québec, du Canada et de ça depuis la fondation des États-Unis d'Amérique dans la fin des années 1700. Donc, je mentionne ça ici parce que ça va être une série chronologique et à chaque épisode, on ne va pas refaire la présentation des invités, bien sûr. Donc, ça va vraiment se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. De plus, dans la structure des épisodes, eh bien, il va y avoir mon épisode et je vais faire une introduction d'environ 5 minutes avant ici et un retour d'environ 5 minutes après également. Il va aussi avoir des options pour les contributions financières, si jamais vous voulez. J'aurais aimé ça, pouvoir rémunérer peut-être mes invités. Donc, je vais le mentionner probablement à la conclusion de chaque épisode et je vais essayer de voir si jamais il y a des gens qui contribuent jusqu'à 500 $, je vais le donner au complet à mes invités, séparé là, à peu près au prorata de leur contribution dans la série. C'est une série donc chronologique, comme je viens de le dire. Donc, je vais vous éviter vraiment à suivre les épisodes un à la suite de l'autre parce qu'on va retourner dans le passé puis on va monter dans le temps pour revenir en fait jusqu'aux années 2000. Tout ça dans une nouvelle loupe d'analyse ici que je vais vous présenter avec ces invités-là ici. Donc, je vais faire une petite mention spéciale avant de débuter le show parce qu'il y a un personnage central qui est, si on veut, l'intellectuel, peut-être ayant façonné le squelette des idées dont on va parler avec mes invités pendant toute la série. C'est celui de Lyndon LaRouche, qui s'est présenté aux élections présidentielles américaines à répétition en essayant de réveiller, lui, la population états-unienne à ce qu'on pourrait considéré aujourd'hui largement comme la cabale peut-être ou des théories de conspiration, comme de quoi le monde n'était pas ce que les gens, les Américains à ce moment-là, pensaient réellement être, qu'il y avait autre chose cachée comme système de domination, de pouvoir décisionnel qui amenait les Américains vers une mauvaise direction au moment où lui, il a fait ses recherches et il les a exprimées à son peuple. C'est un homme, je crois, qui est de souche rimousquoise, peut-être. Donc, il y a une famille ancestrale de Rimouski et ensuite de ça, il avait immigré aux États-Unis et c'est là, qu'il a ensuite développé ces choses de son côté. Il nous a quittés en 2019, donc Dieu est son âme et tout respect à ses idées et à son grand travail, somme toute assez colossal. Quelqu'un qui n'est pas connu beaucoup d'ailleurs au Québec. Donc, mes invités vont prendre ces informations à lui et les ont creusées, travaillées, modifiées ensuite de ça selon leur propre recherche pour arriver avec leurs propres conclusions qu'on va vous partager aujourd'hui aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, le sujet central de cette deuxième saison, si on veut, pour la résumer en une phrase, qu'est-ce que j'ai décidé de choisir? Donc, la première saison, c'était À qui la science? Eh bien, ici, on va se demander, est-ce que le Québec est en quarantaine? Donc, ma deuxième saison va s'intituler Le Québec en quarantaine. Surtout en lien avec, bien sûr, notre origine et notre direction. On a, dans les derniers mois, dernières années, là, on est à l'automne 2023 présentement, reparlé beaucoup de la notion du Parti québécois qui a repris un peu du galop, de la notion de l'indépendance en lien avec les référendums, celui de 95. Il y a un débat pour déclassifier les documents donc, qui avaient été top secretisés, si on veut, sur cet événement majeur dans notre histoire. Et beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte, peut-être des gens qui ne le savaient pas, qu'il y a eu du traficotage du fédéral là-dessus. Et donc, le fédéral, dans le temps de Pierre Elliott Trudeau, c'était quoi cette histoire-là? Donc, on revient à la Révolution tranquille. Et c'était quoi cette espèce de machine-là, en fait, qui a peut-être traficoté, qui a peut-être joué un peu, qui s'est ingéré dans nos agences, par l'Agence d'intelligence canadienne, dans nos affaires au Québec et tout ça. C'est quoi toute cette affaire-là ici? Parce que aussitôt qu'on parle de ça, ça fait très théorie de complot, ce qui a été démonisé beaucoup dans les dernières années. Mais de notre côté ici, comme si vous avez vu la bande-annonce, eh bien, on se dit peut-être finalement que si on ne s'attarde pas aux théories du complot, aux conspirations des gens cachés derrière l'apparence de pouvoir, peut-être qu'on ne peut pas comprendre finalement le monde dans lequel on vit.
Et ce qu'on se demande, si le Québec est rendu dans un cul-de-sac dans lequel il est présentement, eh bien, est-ce que le Québec a donc été mis en quarantaine? Et si oui, depuis quand? Depuis quand est-ce qu'on est isolé? Le virus peut-être de la culture, de la mentalité et du cœur profond des Québécois, ce qui nous a unis au fil des dernières décennies, des derniers siècles, qui nous a permis de survivre, d'effectuer notre survivance d'une façon si en symbiose avec notre nous-mêmes, nos valeurs et notre environnement au Québec, si notre hiver, etc., eh bien, est-ce que ça l'a volontairement peut-être voulu être éteint, non pas juste par la clause multiculturaliste officielle post-année 70 canadienne, mais peut-être plus largement depuis même la fondation du Québec et celle des États-Unis. Donc, c'est un résumé en quelques phrases de ce qu'on va explorer ensemble ici. Et un mot sur mes intentions de base avant de terminer cette introduction, la plus longue, j'espère, de toutes les présentations des épisodes. Mon but, c'est pas de vous donner une réponse définitive, c'est pas de vous dire la version de l'histoire, c'est ça. Mes invités parlent pour eux. Je ne partage pas nécessairement 100% de tout là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce que je vais vous présenter ici s'imbrique dans d'autres pelures d'oignon, si on veut, plus larges, à la limite plus spirituelles, plus ésotériques et plus complotistes encore, on pourrait le penser là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Dans notre série ici, pour les 10-12 prochains épisodes, on va être quand même très, très factuel au niveau des références et des conclusions de mes invités. Donc, voilà. Alors, nul n'est mon intention de vous dire que la vérité finale est ce que vous allez découvrir ici. Au contraire, hein, je pense que ça va s'inscrire peut-être dans une évolution prochaine de notre compréhension à tous de où est-ce qu'on vient pour mieux comprendre vers où on peut aller, tout simplement. Mais honnêtement, si vous aspirez à comprendre un peu mieux l'univers dans lequel on vit et notre place ici en tant que peuple, le Québec, le Canada, dans l'histoire, je pense que c'est d'une valeur absolument irréfutable, là, qu'il y a beaucoup de valeur dans ce que vous allez pouvoir apprendre dans les prochains épisodes. Voilà, la Terre est en constante évolution. J'espère que cette saison va vous permettre à vous de parfaire votre propre évolution personnelle sur la compréhension du monde sur un sujet qui, je l'espère, vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'avez qu'à passer. Alors, sur ce, gang, merci d'être présent du plus profond du cœur, que vous soyez en audio ou en vidéo. Mes vidéos vont être diffusées sur YouTube, sur Rumble et sur Odyssey. Voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose d'intéressant et de constructif pour vous en tant qu'individu et que ça va vous aider dans votre développement, comme je viens de le dire. Et sans plus attendre, voici le premier épisode de la deuxième saison du podcast Dans le franc des yeux qui s'intitule Le Québec en quarantaine avec la présentation générale de la thèse et des invités. Bon épisode. Cool. Alors, on est aujourd'hui en train de faire une présentation de Matthew Herret, qui demeure à Montréal et qui est, comme je l'ai dit sûrement dans l'introduction avant, que je vais enregistrer après. Je veux te le dire en commençant, Matt, premièrement, un grand merci d'avoir accepté de partager tes connaissances avec nous en français de surcroît et aussi te dire à quel point je suis fasciné par ton esprit et par, comme beaucoup de gens, je pense, avec qui tu as interagi pour la première fois. Ton esprit est fascinant de la façon que tu réussis à mettre les choses ensemble. Tu as vraiment un esprit ouvert d'une façon peu commune, en fait, qui réussit à mettre les choses ensemble d'une façon structurée et qui nous permet de comprendre des fois les choses qui se trament derrière la simple histoire de surface qu'on a. Alors, je veux premièrement te lever mon chapeau pour tout ce que tu réussis à faire depuis le début en ligne. Majoritairement en anglais, principalement. Alors, je pense que tu me dis avant qu'on commence que ce sera peut-être officiellement tes premiers podcasts en français. Donc, comment tu te sens juste comme ça ici? Est-ce que tu es nerveux de parler la langue de Molière, mon cher? Ben, je suis excité, puis c'est sûr que je suis un peu nerveux parce que ma pouvoir sur d'utiliser la langue française, c'est un peu... je le pratique pas assez souvent. D'abord, c'est une bonne opportunité, puis je suis très content de jaser avec toi sur
un sujet qui nous touche les deux et je pense tout le monde qui regarde cet épisode de ton podcast, je pense qu'ils sont assez passionnés par la vérité puis la contexte de ce qui se bouge notre planète dans une certaine direction, puis on cherche tous les solutions et spécialement des solutions créatives qui peuvent nous aider à sortir de l'enfer. Ouais. Nice. C'est drôle en fait parce que même pour les gens qui t'ont jamais peut-être écouté en français, tu sais, je pense que tu parles probablement 4 fois moins vite en français qu'en anglais. Et fait que c'est drôle parce qu'en anglais, tu es capable de sortir genre 18 faits en à peu près 30 secondes. Fait que là, on va peut-être s'en tenir à juste 5 à 10 faits par 30 secondes. Fait que c'est bon. Fait que écoute, Mathieu, on est dans l'introduction ici. Moi, je veux qu'on prenne un moment juste pour te présenter et ensuite de ça, dans les prochains épisodes, je vais vraiment tomber dans la matériel concret, l'histoire et tout ça. Donc, peux-tu rapidement nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a vraiment provoqué l'étincelle chez toi, en fait, de plonger dans l'idée de rechercher la vérité dans un contexte historique? Je sais que tu as travaillé avec le personnage de Lyndon LaRouche aussi dans ton historique. Donc, vraiment, qu'est-ce qui a déclenché ces étincelles de quête, en fait, de savoir comment le monde fonctionne chez toi, là, dans ta vie? OK, oui, certainement. Mais pour moi j'ai commencé ma recherche durant un certain temps, pendant que j'étais une étudiante dans l'animation à une université à Montréal, Concordia. Mon background, c'est principalement dans l'illustration, design, cartooning, des choses comme ça. D'abord, l'idée de devenir un écrivain sur la géopolitique ou l'histoire, c'était vraiment pas pas une possibilité en 2001, 2002, 2003, mais à un certain point, je me suis trouvé sur un défi de composer une certaine petite vidéo, un documentaire pour l'école, qui est touché sur le sujet de l'11 septembre. Et pendant ma recherche, comme plusieurs mondes, j'imagine, qui regardent ce vidéo, j'ai vu certaines présentations, des documentaires, des articles, des présentations par des ingénieurs, des experts qui m'ont convaincu que l'histoire officielle était une grande fraude. Puis, pour moi, ça m'a vraiment affecté beaucoup. L'idée que notre gouvernement, le gouvernement de l'États-Unis, mais aussi implicitement, le gouvernement canadien, les gouvernements nationaux partout dans la transatlantique, on faisait partie d'une complot qui a tué 3000 plus de citoyens américains, puis lancé une guerre basée sur des mensonges. Et c'est pas comme c'était un accident, tu sais, et quand tu le recherches assez longtemps, tu vois que c'est pas des gens qui ont été stupides, c'était des mensonges concrets, planifiés, qui c'est pas sorti d'une vacuum non plus. Il y a une contexte historique, des forces historiques qui sont en arrière de ça et qui nous touchent aujourd'hui. C'est notre futur où on voit comme une société, c'était tout vraiment, pour moi, j'étais comme holy shit, you know? Tout le monde ont été donnés ce mensonge, mais aussi leur culture, le matrice pendant que on se trouve a été tout contrôlé par une oligarchie. Puis j'ai fait pour 2-3 ans une recherche prolongée, prolonged, Prolonger, ouais, ouais. qui m'a aidé à comprendre comment l'histoire totale a été dirigée par des complots. Mais je n'avais pas une concept d'une solution. D'abord, quand j'ai trouvé à un certain point en 2006, j'ai commencé une discussion avec quelqu'un sur les rues de Montréal. J'avais mon break de travaux, puis j'ai commencé une discussion et cette personne avait une table politique avec des affiches sur arrête la dépopulation, il y avait de la littérature, puis j'ai commencé de parler avec cette personne, puis j'ai trouvé qu'il représentait l'organisation américaine, mais ici à Montréal, de Lyndon LaRouche, qui est un homme politique, un économiste qui vient de mort. Il est mort maintenant, ça fait 2 ans.
il était 96 ans quand il est mort. Puis j'étais comme, wow, ça c'est intéressant. J'ai jamais entendu de lui, mais quand même, il était quelqu'un qui était une figure présidentielle. Il couru dans les élections 8 fois pour la présidence depuis 1976. Puis j'ai commencé de faire un nouveau type de recherche, puis j'ai trouvé, OK, il y a beaucoup des idées là qui a une base concrète, prouvable dans les forces historiques qui peut fonctionner comme une solution contre cette intention que j'ai trouvée moi-même, qui était de réduire le monde global à une... beaucoup de monde ont entendu la terme nouvel ordre mondial. Right. Il y a un concept une intention d'éliminer les États-nations souverains, de réduire la population, et ce n'est pas nouveau non plus. Ça fait plusieurs générations que c'est en place. Mais maintenant, il y a vraiment des plans, des concepts et des politiques fonctionnelles que j'ai trouvé que c'était fonctionnel. Puis j'ai commencé d'organiser politiquement avec la branche canadienne de cette organisation. Je ne suis plus avec lui, mais avec l'organisation, mais quand même, c'était une bonne opportunité pour moi de commencer à mettre en action des idées et d'essayer de trouver des façons à communiquer des idées qui ont été basées sur 2 défis. Un, de communiquer avec des gens qui sont dans le système, qui sont brainwashés, pour les convaincre qu'il y a un problème, parce que la plupart des gens n'avaient pas une vraiment bonne conception qu'il existait un problème systémique et moral, conceptuel. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de les... Excuse-moi, ça me fait rire parce que t'es comme ça depuis tantôt, fait qu'on dirait que t'es comme genre... Et après, c'est la sous-conscience. Ouais, c'est ça. Fuck le système. Yeah. Puis le deuxième, c'était de les convaincre qu'il y avait des solutions. Le problème, c'est qu'on est dans le Canada. Et pour quelques années, il y avait un problème de la communication parce que je représente une organisation fondamentalement basée dans les concepts américains, mais il n'y avait pas vraiment une méthode de expliquer à les Canadiens et les Québécois comment l'Empire britannique existe toujours, c'est quoi les structures impériales oligarchiques dans notre système, qu'est-ce qu'on fera, parce que pour dire à les gens de Ottawa ou de Toronto ou de Montréal qu'on doit mettre Obama dehors, il y a un manque. C'est loin, ouais, c'est ça. Ouais, c'est loin. J'ai commencé avec quelques amis de faire un peu de travaux sur l'histoire canadienne, qu'il n'y avait pas vraiment, j'ai trouvé, une analyse cohérente et compétente de le contexte où se trouve that shapes le Québec et le Canada. Qui a formé, right? Qui a formé, oui, le Canada et le Québec. Je t'arrête une seconde, en fait, juste pour bien saisir, parce que c'est super intéressant, parce qu'on enregistre en janvier présentement. On va mettre ça en ligne, je vais mettre ça en ligne probablement autour du mois de mars, comme je te dirais tantôt. Mais présentement, au Canada français, au Québec, là, dans le monde francophone, médiatique, culturel et tout ça, tout ce qui est de près ou de loin relié à la notion de complot, moi, je m'amuse à essayer de suivre les médias et tout ça. C'est extrêmement sulfureux présentement. Là, donc, c'est vraiment c'est un peu partout au monde pareil, là, mais au Québec, la chape de plomb est forte sur les gens qui osent parler comme ça ouvertement avec confiance en se disant non, mais il y a vraiment des forces qui se mettent ensemble pour contrôler par certaines forces regroupées qui sont cachées, si on veut, qui contrôlent les choses et il y a un médiatif, un narratif en avant qui est mis pour cacher ces choses-là ici et la notion de complot. Donc, c'est super intéressant que toi, tu sais, dans ta vision, tu es arrivé à ça il y a déjà près de 20 ans, en fait, et puis pour toi, ça fait partie de la réalité. Tu sais, donc, pour toi, le monde fonctionne comme ça. Donc, en fait, tu sais, pour poursuivre, donc, tu as eu une espèce de flash quand tu as investigué la notion du 11 septembre. Tu as fait, waouh, il y a vraiment quelque chose ici qu'on n'a pas su. Tu as vraiment eu la notion à ce moment-là qu'il y a eu des complots. Et ensuite, tu es tombé dans une organisation qui t'a mené à réfléchir sur l'histoire de la création du Québec par le biais de la compréhension de ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, donc, c'est vraiment intéressant, tu sais, ton processus là-dessus qui t'a amené à ça aujourd'hui. Et donc là, ensuite, tu t'es rendu compte qu'au Canada, il manquait une espèce
de compréhension plus factuelle de l'histoire en lien avec la notion des complots que tu avais déjà emmagasinés. C'est un peu là Exact, oui, parce que une des concepts qui m'a aidé beaucoup en travaillant avec l'organisation de la Ruche, c'était qu'ils ont identifié, et ça c'est encore une organisation américaine, mais ils ont identifié que le problème américain a été vraiment, il n'y a pas une point exact que ça a commencé, mais on voit que les présidents américains qui ont été assassinés comme John F. Kennedy, Bobby Kennedy, qui était presque le président, McKinley, Harding, Garfield, Lincoln, Harrison, Zachary Taylor. Le problème, le raison, c'est parce que tous ces présidents assassinés par poison ou par quelque chose de plus violent, ils ont été tous en train de activer une certaine politique, une politique systémique qui utilisait la Constitution américaine comme un principe organisationnel qui dirige l'économie et aussi la politique en termes d'une banque nationale qui émet de la crédit pour les grands projets qui augmentent la qualité de la productivité et la qualité de vie, la quantité de personnes que tu peux supporter, et aussi les inventions qui mettent des investissements dans les nouvelles découvertes. La recherche, la science, l'innovation. Ouais, et qui a une méthode d'incorporer ces nouvelles découvertes dans le processus industriel. Ça, c'est quelque chose de très important dans la science de l'économie. Et la cœur du problème, et quand tu recherches les assassinations, on trouve la main invisible de l'Empire britannique qui a été toujours là en contrôlant et qui a pris contrôle de l'États-Unis, spécialement après la mort de John F. Kennedy. Right. Et là, c'est une bonne parenthèse, mais là, on va fermer la parenthèse ici pour rester un peu focusé sur toi encore quelques minutes. Et puis, juste que tu nous parles, parce que là, je pense qu'on a vraiment bien mis la table et puis là, on a attiré un peu la curiosité des gens. Alors, une fois que tu as comme un peu compris ça ici et que tu as vu qu'il manquait un peu un côté historique au Canada, peut-être rapidement, fais-moi un peu le résumé de comment tu as agi et puis comment tu as développé ta propre carrière et que tu en es venu à fonder le Canadian Patriot et puis le Rising Tide Foundation. Okay. C'est ça. J'ai fait beaucoup de découvertes dans l'histoire canadienne québécoise basées sur ce concept-là qui m'a aidé beaucoup en trouvant des personnages depuis 1766 qui ont été des patriotes républicains, même si ce n'est pas intellectuel, au moins c'est au cœur, qui ont été anti-impériels et qui ont mis toute leur vie, ils ont dédié leur vie à créer une nation indépendante, soit au Québec, soit au Canada. À différents temps, on trouve des différents gens. Et j'ai assemblé mes recherches dans la forme de quelques livres et aussi une journal en ligne qui était la Patriote canadienne en 2012. Et avec cette journal qui est sur la géopolitique, l'économie et l'histoire, j'ai commencé de publier ou aussi de trouver beaucoup des alliés qui ont fait beaucoup de bonnes recherches, mais ont été tout comportementalisés partout de la Québec. On a commencé une dialogue et un partage des découvertes qui a été bon pour la créativité. On a fait beaucoup de découvertes. Puis, à une certaine période, en 2019, moi et ma femme, Cynthia Chung, qui est aussi une écrivante sur Strategic Culture, c'est une organisation qui produit des bons rapports investigatifs. On a créé une non-profit ici à Montréal encore, qui est la Rising Tide Foundation, pour focuser un petit peu plus sur l'éducation, la culture, des choses un peu plus qualitatives, parce que juste l'histoire et la politique, c'est bon de savoir des vérités, mais le problème culturel, c'est vraiment culturel. On a une guerre de culture qui a créé une condition où la plupart des gens peuvent recevoir les faits vrais, mais la façon qu'ils internalisent ces faits intellectuels puis s'engagent subjectivement dans un processus, c'est vraiment pauvre. D'abord,
avec le Rising Tide, on essaie de toucher un peu plus sur la question d'une culture prométhéenne qui est basée sur une idée que une bonne culture est une qui cultive l'esprit d'un caractère comme on trouve dans l'histoire de Prométhée, qui déteste... Prometheus en français, je crois. Ouais. C'est Prométhée en français, Prometheus en anglais, Prométhée en français. Prometheus Unbound. Bound. Ouais, c'est ça, d'Aeschylus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'idée d'une individuelle qui, comme Prométhée, qui voit le potentiel au lieu de la réalité des choses, mais le potentiel et déteste la tyrannie de Zeus, qui est le seul qui a le droit de contrôler la feu, mais Prometheus, dans l'histoire, il a volé le feu de Dieu, il l'a partagé avec l'être humain, avec ça, la mathématique, l'art, la science, toutes les différentes qualités de la créativité. Puis en ça, Zeus l'a puni, mais quand même s'il a reçu comme 10 000 ans de torture, comme punishment, il dit, ben ouais, ça vaut la peine. Je suis content parce que je connais ce que Zeus va être détruit parce que Prométhée connaît la future. Il est capable de voir l'effet, les conséquences de les idées aujourd'hui dans la future et il sache comment Zeus va être détruit. Et il dit, ben OK, je prendrai la douleur, mais toi, tu seras fini dans une certaine période and I'm not going to tell you how. Je ne vais pas te dire comment. Ouais. Nice. Très cool. Honnêtement, c'est fantastique. Et peut-être juste pour rapper ça. Donc, présentement, en début 2022, donc, tu es toujours donc, l'éditeur du Canadian Patriot ou le Patriote canadien. Et tu patronnes avec ta conjointe le Rising Tide Foundation. Et aussi, peut-être en terminant, moi, je te connais juste depuis environ 2 ans et quand je t'ai découvert, j'ai comme sauté sur toi comme un je sais pas, là, quelqu'un j'avais besoin en fait de quelqu'un comme toi qui était au Canada et qui comprenait tout l'aspect géopolitique, historique et scientifique aussi des choses et qui avait réussi à manager ça d'une façon que moi, dans ma tête à moi, j'ai été en train aussi de mettre des morceaux comme ça ici. Et quand je t'ai entendu parler, j'ai dû commencer à lire tes trucs, j'ai vraiment raisonné avec ça. Donc, j'ai cru voir que dans les derniers mois, dernière année, tu as vraiment aussi été beaucoup en demande par rapport justement à tes connaissances. Est-ce que toi, dans les dernières années, est-ce que tu étais déjà beaucoup comme ça impliqué partout ou vraiment avec la situation de la pandémie, il y a eu comme une explosion et tu es comme arrivé au bon moment sur l'échiquier pour que toute ta recherche des dernières 10 ans ou 15 ans était comme à point en fait pour arriver maintenant et être comme une belle révélation en fait pour tout le monde pour aider à ce que les gens comprennent ce qui s'est passé? Non, c'est une bonne question. Je dirais que comme j'avais dit, j'ai commencé la Patriote canadienne en 2012 et j'ai essayé de temps en temps à envoyer mes recherches, mes articles à différents journaux sur l'Internet. Mais honnêtement, j'ai jamais reçu des bonnes résonances. 2013, 2014, 2015, 2016. Et à un certain point, j'ai dit, OK, moi, je vais juste écrire pour moi. Et les petits réseaux des gens qui aimaient ce que je faisais. Mais, et j'ai commencé une travaux à une université ici à Montréal. J'ai commencé juste de travailler. Mais je détestais ma job. C'était une université assez fasciste, éco-fasciste. Pas une bonne culture où c'est de liberté de dire ce que tu penses, même spécialement dans la politique. D'abord, c'était comme 2 ans que je travaille dans cette institution. Et j'ai continué d'écrire quand même pour ma sanité. Et c'était comme en 2019, le commencement de 2019, que j'ai dit, OK, regarde, je vais m'envoyer mes articles à quelques autres journaux, Duran, Fortress, sur l'Internet, Alt Media, comme il dit. Puis là, tout soudainement, j'ai trouvé une bonne réponse. Des mondes ont été vraiment hungry. Ils ont été... c'est quoi le mot pour hungry? Oui, les gens avaient de l'appétit pour ils ont avoir de été l'appétit soif. pour avoir soif, oui, exactement, de ton savoir, en fait. Et
tout simplement, chaque chose que j'ai commencé à soumettre à des différents éditeurs ont été publiées tout de suite. Il y avait quelque chose qui a changé. Je pense que l'élection de Trump a été un facteur dans le processus aussi parce que ça donnait de l'espoir à des gens qui ont perdu l'idée qu'il y avait potentiellement, même une potentiel de un combat dans les États-Unis. Comme la plupart des gens ont pensé que les États-Unis est tombé depuis des décennies. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'était fini. Mais je pense que l'idée qu'il y avait un combat anti-institutionnel représenté par la victoire de Trump, puis Russiagate et tous les fraudes durant 4 ans, ça a consommé le réseau politique. Ça crée une certaine appétit, comme tu as dit. Puis c'était assez vite que je me suis trouvé comme un écrivain sur Strategic Culture, puis quelques d'autres réseaux. Mais vraiment après COVID, ça c'était comme 1 an et demi avant COVID. Et après COVID, ouais, il y a beaucoup de gens leurs yeux sont ouverts maintenant. Ils voient la contradiction dans le système en termes de ce que ça dit, puis la réalité, puis c'est devenu intolérable. D'abord, ouais, il y a une explosion des gens qui vraiment veulent savoir pourquoi est-ce que on est arrivé à cette situation où tout le monde est renversé en juste 2 ans. C'est quoi la causalité? Avec la sens de la causalité, il y a une meilleure capacité de ne soyez pas peur de la processus parce que si tu es ignorant de les raisons de pourquoi ton maison est enflammée, inflamed, tu seras peur, mais quand tu commences de comprendre, là, tu as une moyen de comprendre c'est quoi les solutions et aussi de ne soyez pas peur parce que il y a une identité à l'oligarchie, une méthode d'opération aujourd'hui, juste comme centaines d'années dans le passé, 1000 années dans le passé, puis une continuité depuis Babylone jusqu'à aujourd'hui. C'est le même bête, mais qui a peut-être changé, adapté sa costume pour, mais aussi il y a une guerre, un combat contre cette oligarchie parce que s'ils ont été, ils ont avait la pouvoir qu'il veut qu'on croit qu'il a, they would have, ils auront déjà gagné. On n'aurait pas 8 milliards d'êtres humains sur la planète ou l'électricité ou toutes les choses que we take for granted. Ouais. On n'aurait pas de ça du tout. Tu comprends pour acquis. S'il n'y avait pas de résistance, en fait, on n'aurait pas tout ça. C'est ça. Ça devra, quand on vraiment étudie le vie, la méthode de pensée et action de Martin Luther King Jr., de Daniel Johnson, le premier ministre de Québec, le senior, pas junior. Ouais, c'est ça. On va parler de ça. Ou Lincoln ou Benjamin Franklin, là, on devra recevoir de l'espoir. Et aussi, it empowers, notre esprit quand on sache la nature de la combat, puis leur vie. Et ça nous donne une bonne sens de où se trouvent les points faibles dans l'oligarchie aujourd'hui et pourquoi est-ce que l'oligarchie sont peur de la création d'un système alternatif qu'on voit sur la planète aujourd'hui par la Russie, la Chine, l'Inde et tous l'Inde se trouve dans 2 mondes, mais il y a une paradigme basé sur une économie politique multipolaire, basée sur la défense de l'État-nation souverain, la défense de le pouvoir des nations de soyez indépendants, de n'être pas victimisés par des regime change, le renversement de les régimes. Et aussi la coopération et le croisement de la population. Ça, c'est vraiment des nouveaux idées. Pas nouveaux, mais on se trouve que ces concepts sont les choses qui dirigent le système dans l'Eurasie, mais pas la nôtre ici dans la transatlantique.
Mais C'est la ça, c'est... notion Occident versus Orient et puis comment Yeah. les deux philosophies fonctionnent là-dessus. Et Mhm. puis, écoute, c'est génial, là, je ne veux pas trop te couper, mais parce que là, écoute, on peut se lancer dans mille directions là-dessus. Mais je suis vraiment content. On va peut-être juste rapper cette introduction ici OK. parce que tu as amené la notion de la causalité aussi, la logique de la causalité, de comprendre la cause des choses. Mm. Et pour moi, c'est un des cœurs aussi de pourquoi je mets beaucoup de valeur en fait en tes travaux et en ta personne et ton intellect, c'est parce que ça fait tout le lien avec la méthode scientifique en fait. Donc, il y a toute la notion qui, moi, m'a amené à quelqu'un comme toi qui me passionne. En fait, moi, c'est la méthode scientifique versus ce qu'on appelle the science ou la science ici, Mm. qui est comme deux choses en fait différentes, mais qu'on essaie présentement de nous faire passer pour étant pareil, right? Donc, Mhm. comme de quoi que la méthode, c'est la même chose que la science en tant qu'institution. Et ça, c'est comme un peu pour moi, ça, c'est un peu ce qui est en haut, qui englobe tout ça ici. Mhm. Et ce qui fait les liens avec justement les deux systèmes politiques qu'on va avoir la chance d'élaborer dans les épisodes. Alors, donc, c'est vraiment génial. Alors, on va vraiment pouvoir explorer ça. Je ne sais pas à quel point, mais avec tes disponibilités et tout ça dans quelques épisodes dans le futur. Et pour clore cette introduction, j'aimerais que tu me dises juste rapidement tes sites web et puis où est-ce que les gens peuvent te suivre. Mhm. Et puis, à partir de là, on va sauter dans le futur, dans les détails. OK, oui. Il peut commencer avec Canadian. Mon site web canadien, c'est canadianpatriot.org. Right? Rising Tide, c'est risingtidefoundation.net. Ou il peut abonner à mon Substack, où j'écris chaque jour des articles, des vidéos, des choses comme ça, à matthewherrett.substack.com. C'est tout. Perfect. Et puis évidemment, je vais mettre tout ça dans les notes et tout ça. Moi, je veux vraiment inviter tout le monde ici. Si vous avez apprécié juste la petite introduction de Mathieu, on va avoir la chance de l'entendre en podcast dans le futur. Mais moi, quand j'ai découvert Mathieu et son style d'écriture et de réflexion sur tout ce qui se passe présentement, j'ai vraiment dévoré en fait là, une tonne de choses que tu as écrites dans le passé et puis toutes tes histoires sur l'histoire du Québec avec tes collaborateurs dans le Canadian Patriot, ta conjointe aussi qui fait des excellents textes également. Donc, tout ça, ça fait vraiment une espèce de tout génial, en fait, qui peut nous permettre vraiment d'aborder la question de la place du Québec et du Canada dans le monde et dans l'Amérique du Nord Mhm. de façon historique et qu'on n'a jamais appris, en fait. Là. Et même dans nos médias alternatifs au Québec, c'est pas quelque chose qui se discute beaucoup. C'est pourquoi je veux amener ta présence, en fait, et à tout le moins amener un nouveau souffle, peut-être, à toute la place du Québec dans l'échiquier mondial historique et on verra justement où est-ce que ça s'en va dans le futur et quel sera notre rôle à tous. Donc, Mathieu, merci beaucoup pour cette introduction. C'était génial. Et peut-être en 30 secondes pour terminer, c'est quoi ton projet le plus cher à tes yeux pour 2022? Est-ce que tu as quelque chose qui t'excite vraiment ou est-ce que tu n'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi ton plan, si on veut, pour jusqu'à l'été là, de ton côté? J'aimerais bien. Je travaille avec une amie qui est aussi une instructrice d'art classique, mon ami Patrick. Et il était aussi un astronomeur qui a bâti un observatoire Ouais, ouais, ouais. avec une design assez original basé sur les dodécaèdres de Platon. Ouais. Ouais, de Platon. C'est une grande dodécaèdre. C'était tout créé. Puis on va le mettre en place sur une montagne en Montebello bientôt avec une petite édifice qui sera juste à côté de l'observatoire pour enseigner les gens à tous les âges. Le focus sera sur les jeunes. Il y a plusieurs écoles dans le domaine, dans l'environnement, sur la pédagogie de comment les découvertes sont faites sans avoir une idée de juste mémoriser des formules mathématiques, mais au lieu de vraiment recréer des découvertes dans l'esprit des étudiants, des jeunes et aussi des gens de tous les âges, comme j'avais dit. So, on va avoir des pédagogies, des instruments de musique aussi dans l'édifice à côté. So pour moi, ça vraiment me donne une raison de faire ce que je fais, puis aussi de créer une certaine expérience qui peuvent Expérience. expérience, ouais,
qui peuvent vraiment prouver que cette méthode d'enseigner est efficace en créant une augmentation de la qualité de la créativité, puis aussi de détruire la séparation entre les arts, la créativité, les émotions et la logique, la raison, la science, qu'aujourd'hui, on a une grande mur qui est mis artificiellement en place. Mais je pense que si on retourne à cette méthode de pensée classique, on trouve qu'il n'y a pas de séparation et on trouvera aussi que la capacité de créer des citoyens souverains qui est nécessaire pour avoir une culture et un système politique d'une nation souveraine et une démocratie, c'est une précondition. So, pour moi, ça, c'est une chose qu'on commence à faire. Puis on va voir, il y a assez des tempêtes qui sont planifiées aussi pour la société. D'abord, je ne sais pas comment on va naviguer ça, mais quand même, c'est là, ça bouge. On verra peut-être que le monde va déjà avoir explosé au mois de mars quand je vais vouloir mettre cet épisode en ligne là. Peut-être qu'on sera tous morts, je ne sais pas, à suivre. Mais c'est vraiment un excellent projet. J'avais vu ton vidéo avec Patrick, je crois, Cyr, si je ne me trompe pas. Et je l'avais communiqué un petit peu avec lui parce qu'il n'y a pas beaucoup, justement, de gens qui parlent de la science de cette façon dans l'espace public. Et tout ce que tu viens de dire, ça fait vraiment un super beau. Une super belle enveloppe, en fait, sur ce qui m'intéresse aussi. Puis c'est pour ça que j'ai appelé mon projet Franc-maçon. En fait, c'est pour faire un peu ramener ce qui est ésotérique dans l'exotérique et puis parler un petit peu de l'invisible avec le visible et puis enlever cette séparation que les gens attribuent là, volontairement ou non, en fait, entre les différents silos scientifiques et même entre les différents pans culturels, artistiques, scientifiques et tout ça, en fait, parce que le processus d'évolution, le processus de création, le processus de questionnement, en fait, ça part tout de la même chose et c'est juste l'idée de avancer, d'évoluer, de créer, peu importe que ce soit scientifique ou artistique. Donc, c'est des processus qui sont pratiquement identiques. Alors, je trouve ça très cool que tu aies mentionné ça pour terminer. Fait que Matt, merci beaucoup. Ça va être ton introduction ici. Plus longue que prévu, mais je pense qu'on a vraiment bien mis la table pour le suite. Alors, merci beaucoup et on va se revoir suite à cette introduction dans le premier épisode de la série Le Québec en quarantaine avec Matt Herret. Merci, Matt. Alors, on est dans notre épisode d'introduction à la série Le Québec en quarantaine avec un deuxième intervenant qui va être avec nous durant cette série à venir que vous voyez à l'écran. Alors, je la présente, il s'appelle Pascal Chevrier. Salut Pascal, comment vas-tu? Bonjour Gab, ça va bien? Yes, super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Écoute, Pascal, ça me fait vraiment plaisir en fait que tu aies accepté mon invitation. On est dans l'épisode d'intro, fait que je fais comme toute une mise en contexte à l'extérieur de ça ici. Mais rapidement, je veux qu'on te présente un peu aux gens, puis même à moi en même temps, parce que je te connais juste par tes présentations que j'ai écoutées via le portail de Matthew Herret avec la Rising Tide Foundation, mais je te connais pas tant que ça en tant qu'humain et que personne. Fait que je voudrais commencer un petit peu à la base, que tu me parles un peu de toi, mais peut-être commencer par ta carrière, parce que même juste avant de peser sur le bouton d'enregistrement, tu me rappelais que tu avais été enseigné dans le Grand Nord un petit peu. Fait que dis-moi un petit peu juste au niveau carrière et tout ça, qu'est-ce que tu as enseigné et puis depuis combien de temps? C'est quoi ta profession, Pascal? OK, ben, pas de problème. En ce moment, je suis enseignant au secondaire. Maintenant, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'histoire, depuis quand même très jeune, là, que je savais que je voulais enseigner l'histoire. C'était un sujet là, passionnant qui m'intéressait là, depuis le tout début. Donc, à la bibliothèque municipale, j'allais me chercher le plus de livres possible pour vraiment aller chercher les connaissances sur différentes époques historiques. Vraiment, j'aimais ça, aller voir les différents personnages, ceux qui avaient façonné l'histoire. Alors, ça me suit toujours. Fait que là, présentement, tu es professeur d'histoire au secondaire, puis c'est à quel niveau, si je peux te demander? En ce moment, c'est en secondaire 2 et 3. OK. Ouais. À ce niveau-là, donc, c'est ça, ma formation est en histoire et puis univers social qu'on appelle histoire-géographie. Et j'ai enseigné un petit peu d'histoire, mais là, pour l'instant, je reviens du Grand Nord, comme tu dis, j'ai pas encore trouvé de poste dans ma matière, mais je l'espère toujours. Donc, c'est quelque chose que je disais tantôt. Donc, une matière qui m'intéresse depuis longtemps.
Après ça, ben, j'ai essayé, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau politique, surtout depuis que, ben, au niveau du cégep. La politique a commencé à m'intéresser beaucoup plus. Et puis là, je me suis posé des questions à savoir, ben justement, on parle beaucoup de ce qui se passe ici, mais c'est quoi l'enchaînement? Comment ça se produit, les changements dans l'histoire? En fait, il y a des choses qui changent, il y en a qui ne changent pas. Comment ça se passe, ces choses-là? Puis pas juste au niveau, si on veut dire, des événements importants, des événements cruciaux où tu dis, ben là, cette date-là, tu sais, c'est à retenir. Là, tout le monde, les enfants, cette date-là, ça va être à l'examen. Ouais. Ben, c'est pas comme ça que je vois l'histoire. C'est sûr qu'il y a des dates importantes qu'on doit se rappeler, mais c'est aussi de savoir c'est quoi le processus qui a mené à ça. Puis par rapport à notre histoire au Québec, au Canada, ben, je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément. On s'est fait donner, disons, une trame narrative qui est maintenant celle pas mal véhiculée partout, là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais c'est pas mal ça. Moi, les recherches que j'ai faites, l'intérêt que j'avais, c'était de voir justement ben, la bataille pour, si tu veux, la liberté au niveau de ce qui s'est passé aux États-Unis. Okay? La bataille pour, en fait, l'autogouvernance, l'idée d'avoir un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ce que Abraham Lincoln disait dans sa fameuse adresse là, à Gettysburg. Ben, ça ici, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu de révolution au Canada. On n'a pas ces principes-là qui sont vraiment mis en code de loi. Hein? On n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Évidemment, on est juste à côté. Donc, il y a des influences. Il y a quelque chose qui s'est transmis d'une certaine manière. Quand on va en Europe, on se fait dire assez rapidement qu'on n'est pas européen, on n'est pas français, là. On est des cousins lointains. C'est vrai. Donc, on a beaucoup d'Américains en nous. Et puis, c'est quelque chose qui est intéressant d'aller revoir parce que aujourd'hui, on a une perception de l'Amérique qui est vraiment qui est pleine de distorsions. Parce que justement, ben, même aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'attaques au niveau des principes fondateurs, au niveau des personnes aussi qui ont fondé les États-Unis. Il y a eu beaucoup d'attaques sur les personnages, le caractère de ces gens-là, qui fait en sorte que ben, même les Américains ne savent pas vraiment d'où est venue leur propre révolution. Et ça, c'est quelque chose ici qu'on n'a pas eu parce que justement, ben, l'Empire britannique, à l'époque, hein, le plus grand empire au monde, ne voulait pas qu'il y ait une révolution ni aux États-Unis ni ici. Il ne voulait pas qu'on joigne la révolution américaine. Et donc, s'est organisé pour nous conserver, pour conserver le peuple du Haut-du-Bas-Canada du côté britannique. Et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un événement, là on va en parler un peu plus en détail, mais justement les rébellions des Patriotes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Parce que depuis ce temps-là, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vraiment un événement, les rébellions, qui aurait pu être catalyseur d'un changement important. Et il y avait beaucoup d'influence, justement, qui venait des États-Unis. Les Patriotes étaient au fait de ce qui s'était passé aux États-Unis, puis essayaient d'amener ces principes-là ici, à l'époque, au Bas-Canada. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et jusqu'à récemment, je dirais jusqu'à dans les années 90, il y avait quand même peu d'auteurs qui en parlaient. Il y a plus d'historiens qui se sont penchés sur la question. Il y a plus de documents, de livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Mais c'est ça, c'est quand même récent. Donc, c'est pas quelque chose qui, dans notre imaginaire ou dans notre pensée collective, qui est vraiment qui est si clair. C'est quelque chose qui est récent en tant que tel dans les recherches, même en histoire. Donc, c'est des choses qui étaient connues d'une certaine façon. C'était des hypothèses qui pouvaient être faites déjà il y a longtemps. Mais c'est ça, il y a eu, après les rébellions, évidemment, une
comme un peu avec la réforme protestante, là, il y a eu une contre-réforme. Donc, on a vraiment fait en sorte que les gens essaient d'oublier ça et puis leur donner des droits ou ce qu'on pense être des droits là, pour les amadouer puis les garder du bon bord. Super intéressant, honnêtement. Puis je pensais pas que je t'ai laissé aller en t'écoutant parce que j'étais comme, mon Dieu, il va peut-être me faire direct un gros podcast direct là. C'est super cool, tu sais. Hey, je me disais, je vais essayer de m'arrêter à un moment donné parce que là, c'est trop. C'est facile de partir. Tu sais, quand ça te passionne, puis tout ça, et écoute, tu commences à parler de ça, c'est parce que tout s'imbrique l'un dans l'autre. Tu sais, fait que on n'en dira pas plus là-dessus sur ce sujet-là. On va pouvoir élaborer ça dans l'épisode. Fait qu'écoute, on va vraiment faire un épisode sur le détail des résultats de tes recherches par rapport à la révolution, la rébellion des patriotes et tout ça, parce que malgré, comme tu dis, que c'est quelque chose que chronologiquement, pas chronologiquement, mais consciemment dans notre collectivité au Québec, mettons, là, parlons Canada-Français juste pour la cause, là, pas pour faire des généralisations, là, mais c'est quelque chose qu'on connaît, les patriotes. Moi, j'ai toujours connu ça, le drapeau, puis à la Saint-Jean, ça parlait des patriotes, tout ça, mais tu n'as aucune idée de la place géopolitique ou géostratégique internationale dans le temps. Puis moi, c'est ça ce que tu as dit au début de ton truc que je trouve le fun avec toi, c'est que tu as comme eu le souci, j'ai l'impression, de placer les choses dans la chronologie, dans le temps. C'est vraiment ça l'idée, c'est que, OK, quand les choses se passent, oui, il y a des moments importants, mais ces moments-là sont inclus entre d'autres moments. Puis là, il faut considérer le moment entre les autres moments pour faire une chronologie parce que même si tu retiens les dates importantes et tout ça, bien, il y a toujours la cause à effet. Puis si on ne retourne pas à la source, on ne sait pas qu'est-ce que les dates veulent dire finalement. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là, j'ai l'impression que tu as comme décidé de retourner analyser notre passé. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble un peu à ça? Non, tu as tout à fait raison. C'est vraiment cette logique-là. Et puis, c'est de regarder l'histoire, pas seulement justement comme un enchaînement chronologique d'événements, mais de voir, dans le fond, quelles sont les idées qui sont véhiculées à travers quel groupe de personnes. Hein, parce qu'une idée toute seule, ça bouge pas vite, mais quand il y a des personnes qui s'informent, s'éduquent, ensemble, c'est là qu'on voit justement la création de mouvements qui prennent position pour amener des changements, des réformes dans le système qu'ils voient, soit un système qui est corrompu ou simplement un système qui est dépassé, donc qui doit changer. Puis là, à ce moment-là, c'est toujours la bataille à savoir de quel côté on va. Est-ce qu'on change radicalement, progressivement? Comment on fait ça? Qui ne veut pas le changement? C'est intéressant de voir qui s'y oppose. Donc, et pour quelles raisons? En fait, est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'on s'oppose simplement parce que justement, ça va contre notre position établie? Donc, évidemment, il y a ces enjeux-là de pouvoir. Et puis, c'est ça. Comment ça se passe dans notre histoire? C'est ça. On en parle. C'est sûr qu'on a des cours d'histoire. Ça, je ne vais pas enlever ça à notre système. Là. On a quand même. Enlève-toi pas ta propre job, quand même. C'est ça. C'est ça. Donc, on enseigne quand même l'histoire, mais c'est ça. Au fil de réformes, il y en a eu récentes aussi, récemment, des réformes encore au niveau du cursus scolaire, comment on enseigne l'histoire. Il y a beaucoup de débats à savoir, est-ce qu'il y a des périodes de l'histoire qu'on devrait moins enseigner? Là, je pense plus au niveau du cégep, là, quand on a parlé d'enlever le cours qui était au niveau de l'Antiquité. Il y avait un cours qui était vraiment, en tout cas quand j'étais au cégep, là, ça va peut-être me dater un peu, mais je pense qu'on est dans la même génération pas mal, fait que si tu te dates, on se date ensemble, c'est correct. Parfait. Il y avait un cours d'introduction dans le cursus où on étudiait l'histoire. C'était vraiment un cours général, justement, où on partait de l'Antiquité jusqu'à à peu près le monde contemporain, là, justement les révolutions françaises, américaines. Peut-être même jusqu'à la Première, Deuxième Guerre mondiale, mais il me semble que c'était quand même vaste comme cours d'histoire. Puis, moi, je le trouvais intéressant parce que, justement, il y a des choses qu'on voit
au secondaire. Mais justement, ben, il y a des choses qu'on perçoit différemment 5 ans après. Et quand tu es rendu au cégep, c'est sûr que tu vois plus le monde de la même façon. Puis les termes qu'on va employer, l'explication qu'on va te donner, va pas être de la même longueur non plus. Quand on est au secondaire, puis ouais, je dirais même au primaire, là, parce qu'il y a quand même des cours d'univers social au primaire. C'est sûr qu'on peut pas tout expliquer aux enfants. On essaie de leur donner des bases, de leur donner une idée générale de qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, c'est ça. Avec les réformes depuis le début des années 2000, on demandait beaucoup aux élèves de prendre position. C'est de vraiment avoir une opinion sur est-ce que c'était bien telle ou telle affaire, le traitement, admettons, des esclaves durant l'Antiquité, de faire un lien avec le présent. Toutes des choses qui sont vraiment intéressantes à faire, mais en même temps, quand même, qui dénotent d'un savoir, d'une connaissance là, qui est quand même, à mon sens, quand même un peu plus vaste là, que ce qu'on peut vraiment leur donner à tous au secondaire. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont dans les programmes enrichis, qui sont vraiment capables d'avancer, capables de lire des livres, des articles sur le sujet, se faire une propre idée. Mais au secondaire, c'est quand même encore dur là, quand on parle du premier cycle. C'est pas évident de se former une tête là-dessus et puis d'avoir ses propres opinions. Là. Moi, je trouve que la façon que c'était fait auparavant, c'est beaucoup l'enseignant, en fait, qui donne un peu son avis, puis après ça, les élèves se positionnent par rapport à ça. Si c'est bien fait, tant mieux. Mais moi, j'encourage vraiment l'élève à se faire sa propre opinion. Là. Je peux pas lui en donner trop. Je peux juste lui donner des pistes pour que lui aille voir un petit peu plus loin. À mon sens, c'est comme ça que ça devrait être fait. Mais c'est ça. Les différentes réformes ont différentes idées qui sont bien, bien ancrées à l'intérieur. Et puis, ben, c'est pas toujours évident là, de naviguer là-dedans, même nous, les enseignants. C'est clair, tu amènes des points qui sont fascinants. Juste parler du métier d'enseignant puis de c'est quoi le rôle d'un enseignant et tout ça, on pourrait parler de ça pendant des heures à l'infini, je crois. Puis c'est le fun en même temps parce que tu sais, tout le point que tu amènes sur les réformes scolaires et tout ça, ça fait tout aussi un certain parallèle avec OK, ben le système d'éducation et puis comment est-ce que le système d'éducation est travaillé dans le temps et puis quel genre d'humain est-ce qu'on veut former en société aussi, tu sais, est-ce qu'on veut des gens justement qui partent, qui sortent des institutions avec déjà des opinions ou si on veut former des gens qui vont partir dans le monde pour après ça former leurs propres opinions et être toujours dans le questionnement et tout ça. Fait que ça fait beaucoup de liens avec toute la situation, en fait, je vais essayer de mettre en valeur dans la série d'épisodes. Fait que c'est super. Écoute, pour terminer la petite présentation, Pascal Chevrier, je voudrais te demander, juste pour le fun, tu sais, comment tu en es arrivé à pas à te joindre, là, mais à t'aligner peut-être avec justement Matthew Ehret de son côté, puis la Rising Tide. Moi, tu vois, moi, je l'ai découvert après le début de la pandémie, donc assez rapidement, parce que moi, de mon côté, moi, j'ai étudié. J'ai pas fini mon bac et tout ça, mais tu sais, moi, j'arrivais de la physique. Tu sais, moi, j'ai étudié en génie physique un peu, puis après ça, j'ai arrêté, mais tu sais, j'ai toujours gardé la passion pour la physique, la cosmologie, tout ce qui était religion, spiritualité, tu sais. Puis avec le temps, étant donné que je suis comme de même, là, moi, j'aime ça réfléchir, j'aime ça essayer de comprendre ce qui se passe. Tu sais, j'ai comme diminué tranquillement vers la biologie. Puis là, la biologie, ça m'a amené comme dans la politique parce que quand rendu à comment le corps marche, après ça, j'ai fait OK, mais comment est-ce que le corps bouge dans l'espace, puis les relations, tout ça. Puis ça m'avait amené à toute la question de la spiritualité et tout ça. En lien avec regarde, je sais pas si le mot te provoque quelque chose comme ça, mais en lien avec l'affaire des complots, tu sais, puis QAnon, puis tout ça, moi, j'étais tombé là-dedans par le biais de la spiritualité puis de la physique parce que j'étais comme, il y a quelque chose d'intéressant dans qui gère le monde, puis si jamais il y en a des agendas et tout ça, ben c'est quoi, tu sais, c'est sûrement pas l'argent parce qu'ils sont déjà riches, fait que, OK, c'est quoi le désir de contrôle s'il y en a? Fait que je me questionnais là-dessus, tu sais. Bon point.
Mathieu, quand je suis tombé sur Mathieu, c'était comme là-dessus, j'ai comme fait ah, c'est intéressant. Lui, il parle des empires, en fait, puis de comment un peu le monde veut pas est comme dirigé par ce qu'on peut appeler des complots, mais en même temps, c'est bon, c'est des gens qui ont du pouvoir, qui décident de où ce que va aller le monde un peu, là, veut pas. Là. Fait que moi, je suis comme arrivé par là, puis tout le travail que j'ai vu qui était factuel au niveau de toutes ces sources et tout ça, j'ai fait ah, ben, tu sais, le gars, il a bien recensé des faits pour supporter sa thèse à lui. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivé. Puis là, moi, quand je t'ai vu arriver avec toute la notion historique, j'ai fait ah, c'est vraiment intéressant qu'un gars comme toi ait des atomes crochus. Fait que comment toi, tu as découvert ce gars-là, puis comment tu te détaches peut-être de lui ou pas, puis à quel point tu es proche de ses idées, tu sais? Ah, ouais, hey, c'est toute une question, mais ouais, tu as une minute. Je comprends, là, j'ai une minute, c'est bon. OK. OK, ben, il y a quand même tout un historique là, par rapport à ça. Comment dire? Tu n'es vraiment pas obligé d'aller parler dans ma présentation avant ça, parce que je pense on veut pas nécessairement faire le lien tant que ça, mais c'est clair que moi et Matt, on est vraiment influencés par l'économiste américain Lyndon LaRouche. Pas juste un économiste, mais vraiment un philosophe puis un homme d'État. Là. Il y avait tellement de cordes à son arc. Là. Mais c'est comme ça que moi, j'ai rencontré Mathieu. Là. Moi, j'ai joint l'organisation LaRouche en 2004 quand j'étais au cégep. Donc, OK, fait que c'est comme en même temps que lui, je pense. Parce que lui, dans l'introduction, il m'a parlé un peu de tout son background. Un petit peu plus tard, ouais, c'est ça. Matt il était une petite recrue là, après ça, effectivement. Il a joint quand est-ce? Ouais, quelques années après, là, mais c'est ça. J'étais là un petit peu avant lui quand même. Okay. Mais c'est ça, moi, c'était vraiment, je m'en allais étudier à l'UQAM en histoire. Et puis, il y avait une rencontre avec le recteur, je pense, là, en tout cas, le directeur du programme d'histoire. Et puis, j'étais là, au campus à Berry-UQAM pour 1 heure de temps, j'imagine. Là, c'était à l'été, à la fin, dans le fond, à la fin du cégep. C'était une rencontre d'information pour savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Puis, c'était vraiment plate. Fait que je suis sorti de là un petit peu bon, OK, tu sais, je vais aller jouer de la guitare, puis tant pis, là, tu sais, j'ai perdu 1 heure. Ben, c'est pas grave, là, on va aller faire d'autres choses. Fait que là, à ce moment-là, j'étais pas mal dans ma phase, si tu veux, anarchiste. J'étais pas mal au cégep, j'avais beaucoup travaillé dans les cours de sciences politiques, tout ça. J'avais essayé de travailler beaucoup sur le marxisme, l'anarchisme, un peu comprendre là, toutes les différentes variantes là, de ce courant-là. Et puis, c'était bouillant. Là. J'étais à ce moment-là, tu sais, quand à l'adolescence, beaucoup d'idéaux, beaucoup d'énergie par rapport à ça. Fait que je me donnais beaucoup, puis je lisais beaucoup sur différents sujets. Puis là, ben, en sortant de la rencontre à l'UQAM, je rencontre, justement, il y a une table avec des panneaux qui parlent d'une crise économique à venir aux États-Unis, ben, mondiale en fait. Là. Et justement, qu'il y a quelque chose qui s'en vient de gros, qu'il y a une bulle immobilière qui est en train de grossir et qui va amener justement un effondrement du système. Là, je regarde un peu ce qui se passe. Les deux organisateurs qui sont là sont en discussion. Fait que là, je tourne autour de la table, je regarde les panneaux, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Tu sais, c'est quand même il y a un champignon nucléaire, c'est la crise, ça s'en vient là. Fait que là, je regarde ça, puis je suis comme ben, c'est vrai que ça va mal. Tu sais, bon, c'est George Bush qui est président, la guerre, tout ça, bon. Depuis le 11 septembre, c'était tout récent hein, à ce moment-là. Ouais. Fait que je me pose des questions, je regarde ça, puis là, c'est ça, à un moment donné, bon, la personne qui discutait part, puis là, l'organisateur se revire, puis il me voit que, tu sais, j'ai des grands yeux, puis je regarde les panneaux. Fait que là, il me dit, il me regarde, tu sais, puis il me saisit assez vite, puis là, il me dit, toi, tu penses
Che Guevara ou Mozart, le plus grand révolutionnaire? C'est lequel des deux le plus grand révolutionnaire? Je suis comme, aïe, aïe. J'avais pensé à cette question-là, là, je ne sais pas du tout. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus du côté de Che Guevara, mais ça m'a amené à me poser beaucoup de questions puis à lire différents documents, à m'intéresser à ça. Je pense que les livres que j'ai commencé à lire quand j'ai rencontré l'organisation Larouche, c'était, j'ai acheté une biographie de Che Guevara pour savoir, là, c'était qui lui, tu sais. Puis, bon, Mozart, j'étais moins, disons, intéressé, mais ça, on m'en parlait un petit peu plus, justement, quand j'allais à différentes conférences, différentes rencontres. Mais je voulais m'informer un petit peu plus de mon côté. Fait que je lisais ça. Je lisais Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et puis, la suite, là, le retour au meilleur des mondes. Puis ça m'a complètement là, flabbergasté, comme on dit. Fait que là, à ce moment-là, je regardais, puis je comprenais pas, tu sais, qu'il existe un mouvement comme ça. Fait que mais je comprenais pas, en fait, que ce soit pas plus important, qu'il n'y ait pas plus de rayonnement, tu sais, que ce soit juste deux gars comme ça avec une petite table en plastique sur le bord au coin du métro. Fait que là, je me suis dit, ben, faut faire de quoi, tu sais, si ce qu'ils disent est vrai, faut qu'on informe le monde, puis il faut qu'on amène un changement par rapport à ça. Fait que là, tout ça, je me suis mis à étudier de plus en plus. Puis Larouche, il était très provocateur dans sa façon de parler. Il n'y avait pas une fois où il faisait un discours où tu ne disais pas il faut que j'aille lire encore ça, puis ça, puis ça. Bon, là, il a dit telle affaire, ça, c'est sûr que ça va frustrer pas mal de monde. Comment que je réponds à ça, tu sais, que c'est quoi, comment je fais pour backer son point, tu sais, comment est-ce qu'il sait ça, lui, tu sais, toutes ces histoires-là de contrôle, puis du gouvernement, puis blablabla. Puis, tu sais, j'ai jamais lu ça, tu sais, OK, il y a Noam Chomsky, là, qui est pas content non plus, mais, tu sais, il enseigne dans les universités, puis il n'y a pas de problème, lui, avec la justice, là, fait comment ça se fait que Larouche a été mis en prison? Tu sais, c'est quoi la différence? Fait que ça aussi, tu sais, c'est toutes des affaires qu'à ce moment-là, tu es jeune, puis tu te poses plein de questions. Puis je m'en pose encore plein aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai fait un bout avec l'organisation. Puis éventuellement, il y a eu la crise de 2008. Là, je me suis retrouvé avec des collègues à Détroit. Fait que là, on organisait dans la région de Détroit. Là. On était aussi à Boston de temps en temps. On allait à Washington pour des conférences. Fait qu'on se promenait pas mal sur la côte Est. Mathieu, lui, il est allé sur la côte Ouest à un moment donné. Il était à Los Angeles. Fait que c'est ça, on a fait un parcours du militant, là, quand même assez étendu. Fait que on avait du fun. C'est ça qui était intéressant avec l'organisation Larouche, c'est qu'on faisait des affaires qui étaient politiques, qui étaient éminemment importantes, mais on le faisait aussi avec plaisir. On le faisait vraiment dans un esprit où c'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses. Des fois, on passait peut-être pour être un peu imbu, là, parce que justement, ben, Larouche, lui, quand il parle, il le dit parce qu'il le sait. Où il lançait des hypothèses, justement, souvent pour que le monde fasse plus de travail sur tel sujet, pour essayer de voir est-ce que l'hypothèse était valable. Mais tu sais, il lançait des affaires comme ça, puis lui, c'était clair, c'était le même. Puis là, nous autres, c'est sûr, bon, tu sais, 19, 20, 21 ans, là, t'es au coin de la rue, puis là, tu te dis, c'est le même que ça va aller, c'est le même qu'il faut faire. Puis là, le monde te regarde, comme, ouais, je sais pas, là, c'est quoi ton expérience à toi, là? C'est ça. Fait que c'est sûr que t'en as pas bien, mais effectivement, tu sais, c'est là que la force des idées est vraiment importante. C'est là que je tente de se rattacher à des idées aussi qui sont grandes, qui sont belles. C'est là que c'est vraiment formateur. C'est ça qui manque aujourd'hui, là, les jeunes. Tu sais, je veux dire, quand on regarde nos partis politiques aujourd'hui, là, qui t'inspire? Pas sûr. C'est ça, tu sais,
c'est surtout par rapport à des événements ponctuels. Tu sais, il y a une crise, fait que là, c'est la COVID, blablabla. Toutes les parties t'enlèvent tes droits, sauf un. Ben, OK, tu sais, si t'as pas beaucoup de choix, tu sais, fait que, effectivement, tu sais, je pense qu'il y en a qui, par dépit, beaucoup ont voté pour le parti de Bernier, là, le Parti populaire. Pas nécessairement parce qu'ils croyaient vraiment, là, parce que ces politiques économiques sont assez... c'est l'Institut économique de Montréal, c'est le néolibéral à la noce. Ça, c'est le penchant avec Éric Duhaime aussi au Québec. Ici, présentement, je veux dire, là, tu sais, c'est clair que moi, il me fait vibrer d'un certain côté parce que c'est le seul qui se tient debout. Puis honnêtement, moi, je suis de plus en plus surpris agréablement par, je ne sais pas si tu le suis un peu, mais par ses positions, sa stature. Je trouve qu'il développe bien au niveau des valeurs de l'individu puis tout ça, mais côté économique, là, je commence, tu vois, là, pour moi, il y a un manque de lien là-dessus aussi. Ça fait un peu comme le truc à Bernier, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est des personnes en ce moment qui émergent pour des raisons qu'on peut voir tous, là, mais c'est ça, tu sais, est-ce que la cohérence, c'est ça. Est-ce que ça se rend jusqu'au bout? La vision totale, tu sais, du global picture, comme on dit là-dessus. Écoute, je suis obligé, je veux pas te couper la parole, mais en même temps, je suis obligé parce que là, je vais faire une petite présentation, puis je voulais pas prendre trop de ton temps non plus. Mais pour terminer, en fait, parce que c'est ça, moi, ce que je trouve vraiment intéressant de ce que tu as dit, écoute, tu as dit vraiment plein de choses qui ont encapsulé des valeurs importantes pour moi que j'essaye de transmettre au travers de mes podcasts, tu sais, puis de ce que je fais, c'est qu'en fait, finalement, tu sais, l'idée, comme tu dis, de comprendre tous les pans un peu de la réalité ensemble, comme avec la Rouge, qu'est-ce qu'il faisait un peu, tu sais, d'être plus large, mais d'être rigoureux factuellement au niveau de la méthode. Puis moi, c'est ça l'idée, en fait, ce que je défends. Si j'ai un agenda, c'est pour pousser la rigueur de la méthode scientifique, en fait, mais dans tous les pans. C'est ça que je trouve intéressant avec quelqu'un comme Mathieu, qui remet toute la perspective scientifique aussi par-dessus la politique, puis dans l'histoire. Puis là, tu vois, de la façon que tu en parles, je ne savais pas que tu étais aussi avec Larouche au début et tout ça. C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est l'aspect de la science au travers de tout ça, que c'est la méthode, en fait, qui mène le tout. Si tu la suis, la méthode va t'ouvrir vers la créativité, vers l'espoir, à la limite, vers les grandes idées comme dont tu parlais, tout ça. Alors que si tu crées un faux système scientifique, qui est la notion du système fermé un peu dont Mathieu parle et tout ça, qui finalement est artificiel, puis ça devient un peu comme toute la notion de la matrice, tu sais, puis là, tu es comme pogné là-dedans, puis c'est fermé, fait que tu peux pas voir, donc ta réalité n'est pas cohérente, en fait, avec le vrai monde, tu sais, si on veut. Fait que l'idée de tout unir ensemble, puis de comprendre, donc, la place du Québec dans la réalité, pour moi, scientifique, de la méthode scientifique, historiquement parlant, chronologiquement parlant, c'est ça qui, j'espère, en tout cas pour les gens qui vont écouter, vont replacer un peu plus notre place légitime du Canada français, si on veut, dans l'évolution du monde vers un endroit meilleur. Fait que je pense qu'il faut qu'on comprenne d'où est-ce qu'on va rigoureusement. Puis en même temps, quand tu restes rigoureux par rapport à ça, ben, si tu es ouvert d'esprit, ça te mène à comprendre, comme tu disais, qu'il y a quelque chose dans l'ombre aussi qui dirige le tout, tu sais. Puis là, présentement, ce qui se passe, puis ce que moi, je trouve déplorable un peu par rapport à ceux qui disent qu'ils sont scientifiques, c'est qu'ils sont juste sceptiques d'un côté, dans le sens qu'ils vont juste dire tout ce qui est complot et tout ça, c'est faux, c'est pas basé sur la réalité, tout ça, mais selon moi, eux, ils vont pas assez loin dans la rigueur scientifique, intellectuelle, tu sais. Puis quelqu'un comme toi, ben, on dirait te manifester une ouverture assez au fil des recherches, tout ça, puis tu étais capable d'être assez humble, en fait, pour faire, OK, ben, regarde, il y a du vrai des deux côtés. Puis si on est intellectuellement rigoureux, ben, regarde, c'est clair qu'il y a des forces qui dirigent des choses. Puis le monde est dirigé d'une certaine façon, parce que tout est hiérarchique. Fait que c'était un peu la conclusion que je voulais faire. Fait que je te laisse peut-être le dernier mot pour ta présentation. C'est quelque chose que tu veux rajouter. Sinon, ben, Pascal Chevrier, on va se revoir dans tes épisodes sur les Patriotes. Peut-être, je ne sais pas si tu as une dernière notion que tu veux rajouter avant de terminer ta présentation. Oui, j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Là. Parfait. Parce que ça fait pas mal le tour. Ça fait le tour, oui, c'est ça. Non, je me disais plus si j'avais oublié quelque chose d'important pour toi que tu voulais absolument mentionner ou truc du genre. Mais si tu sens que tu as dit là, la base de ce qui t'anime, si on veut, je pense que c'est surtout ça qui m'intéressait. Moi aussi, c'est de voir
qu'est-ce qui t'anime, depuis quand tu as recherché, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui avec tout ça. Super. Ben écoute, merci Pascal. Fait que là, on est dans l'épisode d'introduction, Rénald Rouleau, puis on commence ça direct là. Fait que Rénald, écoute, salut. Salut Gab. On est aujourd'hui, c'est quoi, on est le 8, le 9? Le 9 février 2022, au moment d'enregistrer ton introduction pour mon petit projet que j'appelle le Québec en quarantaine. Fait que c'est un projet humble. Premièrement, je vais t'avoir déjà présenté avant qu'on arrive ici, mais je veux te dire merci d'avoir accepté de me recevoir, premièrement, chez vous. Pas de tout, c'est un honneur de ma part. M'ouvrir tes portes. Évidemment, on est triple masqué, hein, faut pas oublier. Puis, écoute, on va juste te présenter un peu ton background, parce que toi, tu as fait des recherches intéressantes qui ont été publiées longtemps dans des journaux, dans ensuite l'Acropole, puis que Mathieu Herrett, mon autre collaborateur, a aussi publié sur son site web, le Patriote canadien, ou le Canadian Patriot. Et quand moi, je suis tombé dans les recherches de Mathieu au printemps 2020, ça veut dire, fait que pendant le début de la crise de la pandémie et tout ça, mes recherches à moi m'ont amené à découvrir Mathieu, puis là, j'ai découvert tes textes à toi. Ça m'a fait capoter, dans le bon sens de la chose. J'ai fait, ça fit donc bien. Et ça l'a tout flippé à l'envers, mon narratif historique, tu sais. En fait, j'avais pas tant de narratif venant du système éducation publique et tout ça. Fait que je veux te dire, premièrement, merci pour ta contribution. Puis, pour jaser un petit peu, avant qu'on se présente, là, on est le 9 février 2022. Mm-hmm. C'est la deuxième semaine qui s'est terminée du convoi des camionneurs, convoi de la liberté. Puis tu sais que tu as été à Ottawa, parce qu'on était supposé enregistrer ça il y a une semaine. Puis là, c'est un moment historique, tu m'as dit, fait que... C'est historique. On va lier un peu notre histoire canadienne-française, l'histoire du Québec, du Canada, puis des États-Unis, au travers de tes recherches à toi, avec un peu l'actualité pour le fun, de voir c'est quoi un peu qui se passe présentement. Fait que juste impression générale en 1 minute ou 2, quand tu as été, toi, sur place à Ottawa, là, à peu près une semaine, là, qu'est-ce que tu as vu sur place, puis comment ça s'est passé? Écoute, c'est de toute beauté. C'est du jamais vu. C'est historique dans le sens où il y a une cohésion de gens que normalement tu verrais jamais ensemble. Que ce soit des petites familles, que ce soit justement des troqueurs, des sans-abri, du monde. Tu vois des drapeaux canadiens, des drapeaux québécois, tu les vois à l'endroit, à l'envers. Il y a une cohésion, puis écoute, il y a même une patente qui s'appelle Woodstock, en voulant dire Woodstock, mais avec les camions. Avec un truck, ouais. L'atmosphère de joie et de liberté qu'il y a là, c'est absolument incroyable. Les gens, ça se croise, ça se fait des high-fives, ça se connaît pas. Rien que le fait d'être là, c'est fou. C'est réellement... moi, j'invite tout le monde. Ben, écoute, ça, c'est sûr que c'est pas... Écoute, on est quelques centaines ici, mais je sais pas, ça va peut-être pogner, peut-être qu'on va être rendu 10 000 rendu là, je sais pas. C'est pas ça, c'est juste que ça va être peut-être publié plus tard, j'ai aucune idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un amalgame de gens incroyable. Puis, ce que les médias disent, oublie ça. Les médias parce disent... j'imagine, t'as-tu vu les drapeaux nazis, les drapeaux confédérés? Ça n'existe pas, puis des patentes, puis il n'y a pas de ça, il n'y a rien de ça. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où on se parle, il n'y a rien de ça. Bon, évidemment, l'establishment n'aime pas ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train, présentement, de détruire ce qu'ils ont mis en place dans le temps, c'est-à-dire une hargne entre Québécois et le reste du Canada. C'est ça que j'allais dire. Ils ont créé une hargne synthétique. Hein, cette hargne-là n'est pas là de façon naturelle. Le fermier, là, dans l'Ouest, là, hey, c'est pas notre ennemi. Là. C'est pas notre ennemi. Ou le pêcheur là, du Nouveau-Brunswick, là, c'est pas notre ennemi. Là. Fait que c'est quoi cette affaire-là d'une division? C'est synthétique, cette division-là. Puis que là, présentement, on est en train de casser littéralement le narratif qui a été mis en place là, des dizaines et des dizaines d'années. Puis là, l'élément qui est le fun aussi, qu'on peut amener tout de suite dans ça, pour qu'on va jaser un petit peu dans ton premier épisode, c'est l'élément des nations, aussi des Premières Nations. Parce que là-bas, il y a plusieurs représentants des Premières Nations. Il y a des femmes de clan que j'ai vu parler avec les troqueurs dans les chambres d'hôtel, qui font des discours très sérieux. Ouais. Puis là, je sais pas si ça va se faire ou si ça s'est déjà fait, mais là, ils parlent de monter des tipis sur place puis faire des cérémonies avec des personnes de plusieurs provinces puis de faire un genre d'unité. Là. T'as-tu vu ça passer? Aussitôt, j'ai vu des choses passer. Aussitôt que tu parles de Premières Nations, c'est que c'est compliqué. Ouais. Parce que entre eux autres, c'est compliqué. Très complexe. Là, déjà là, il y a des gens qui ont signé des ententes, il y en a qui n'en ont pas. Les ententes sont signées avec le conseil privé. C'est-à-dire que c'est signé
pas nécessairement, comment je peux dire ça, pas nécessairement, c'est pas le gouvernement canadien nécessairement qui signe une entente, c'est le Conseil privé de Sa Majesté. Donc, les ententes qu'il a avec les Premières Nations, c'est toujours, comment je peux dire ça, c'est pas les Canadiens, là, c'est pas moi pis toi qui signe les ententes avec ces gens-là. Là. C'est Sa Majesté qui a signé les ententes. C'est pas nos représentants élus non plus. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que comment je peux dire ça? D'aller essayer de faire un amalgame de tout ça, dire les Premières Nations, oh, t'as peu doute, là. C'est parce que déjà là, on parle de plusieurs sections. Il y a des gens qui ont jamais. Il y a des nations. Par exemple, à Gatineau, les gens qui sont à Gatineau, là, l'espace juste au bord du pont, les gens qui sont là, les Premières Nations qui sont là, n'ont jamais signé rien avec le gouvernement. Jamais à rien signé. C'est complètement indépendant de toutes les autres qui ont signé des affaires. Fait que même entre eux autres, il y a, c'est pas des conflits, mais ils ont des divergences d'opinion. Exact. Puis, on s'entend-tu que diviser pour mieux régner, c'est la game. Là. Ils ont tout le temps fait ça. Sa Majesté a tout le temps fait ça. C'est leur game. Fait qu'ils sont encore en train de le faire. Ils sont encore en train de faire ça. Fait que là, c'est ça, parce que là, dans ta tête à toi, puis c'est ça que je trouve le fun de parler avec quelqu'un comme toi, puis avec Mathieu, Erette, puis même Pascal aussi. Vous venez quand même d'un environnement où est-ce que vous avez une certaine racine commune, qui est aussi la connaissance de Lyndon LaRouche et puis ses recherches à lui au fil du temps. Mais dans votre tête, dans vos recherches, puis je veux dire, une fois que tu as lu toute quasiment l'entièreté du Canadian Patriot, puis les recherches de tous les contributeurs qui sont là, pour toi, j'ai l'impression, ça fait pas de doute quand on dit qu'il y a une classe différente de la classe politique qui est là, puis qui dirige vraiment comment la géopolitique internationale se fonctionne, qui a façonné l'histoire. Ce qui, aujourd'hui, est étiqueté, bien sûr, comme étant les théories du complot ou de la conspiration. Dans quelqu'un comme toi, dans ta tête, c'est pas fou là, de parler de ça. Moi, c'est rien qu'une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Ça fait des dizaines d'années que je vois ça. Là. C'est complètement hot. Puis, parce que moi, ce que je trouve le fun avec vous autres, c'est que c'est clair, c'est pas fou, c'est pas sorcier, on n'est pas cave de penser ça. Puis moi, je suis arrivé par là, par l'aspect scientifique. Moi, mon agenda, si j'en ai un, Rénal, c'est de dire aux gens, si on suit la méthode scientifique, ça nous amène à comprendre qu'il y a des affaires qui sont pas transparentes, et ça veut dire que derrière les boîtes noires, il y a des gens qui sont là, qui prennent des décisions qui sont pas transparentes. Ouais. Puis pour moi, la science m'amène là, dans la méthode, dans le processus. Absolument. Et même la science qu'on nous vend aujourd'hui en temps de pandémie, pour moi, ça ne suit pas la méthode scientifique. Fait que moi, mon angle à moi, c'est ça. Des médias subventionnés, c'est clair. Ça, je pourrais t'en parler longtemps parce que je suis rendu en février, là, je vais sortir mon 11e épisode bientôt, puis il n'y a aucun scientifique médiatique mainstream. Là, je suis rendu à 21 demandes officielles là, que j'ai appelées, courriel, message Facebook, tout ça. J'ai échangé avec tout le monde. Le pharmacien, les ventes de bon cœur, tout ça, ils veulent pas. Il n'y a personne qui veut pas. C'est sûr. Ils ne peuvent pas se défendre. C'est ça. Fait que, toi, écoute, Rénal Rouleau, revenons un peu sur toi. Moi, je m'intéresse à un peu parler de ton background, juste en quelques minutes rapides. À quel moment dans ta vie, parce que là, t'es fin trentaine à peu près, je pense. Puis, c'est ça. On va dire, mettons, fin cinquantaine. On va doubler ça, on va doubler ça. Là, pas trop, fait que tu as du vécu, pas. Toi, t'as vécu la Révolution tranquille. Oui, j'étais jeune, par exemple. T'étais jeune, mais t'étais ado, là, tu sais, à peu près. 1960, en fait, tu vois. Fait que Révolution tranquille, je l'ai vécu enfant. Ouais, c'est ça. De ton enfance jusqu'à 15 ans, mettons, là, tu sais. T'as vécu ça, fait que ça a imprégné ta vie. Puis tes parents, eux autres, ils ont vécu la deuxième, puis même à la limite la première guerre, j'imagine. Fait que toi, t'as connu ça que, mettons, quelqu'un comme moi, j'ai pas connu. Fait que comment ta vie, à quel moment dans ta vie où est-ce que tu t'es intéressé à comprendre qu'il y avait comme une face cachée de l'histoire, si on veut? Ça a-tu été un moment précis que tu te souviens où... Ben oui, non, écoute, moi, c'est ça. Tu vas trouver ça niaiseux, c'est niaiseux. Moi, quand j'étais ticu, mettons, on a 12 ans dans Biscapédal. Moi, je viens de Matane, tu sais. Même pas de Matane, tu sais. Un village qui était fermé en 1970. Saint-Thomas de Cherbourg, ça a été fermé en 1971. Il était fermé en 1971. Nous autres, on est partis en 70. Mais on est partis, puis là, on est allé à Matane. Mais quand j'étais ticu, en Biscapédal, quand on entendait une ambulance, on essayait de voir où ce qu'elle allait.
pour suivre l'ambulance, il y avait un accident, on voulait aller voir ça. Non. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, on arrivait avant, avec les médias arrivent, avec les polices arrivent, tu finis par voir un accident. Fait que là, tu vois les gens, tu parles au monde qui sont là, puis là, tu lis ça dans les médias par après. Tu lis dans les médias le compte-rendu de ce qui est arrivé, puis ça ne matche pas. Tu le sais, toi, tu étais là, tu es arrivé avec eux autres, tu as parlé au monde. Puis là, je suis un petit cul, là, je suis tout petit. Puis tu t'aperçois que ce qui est dans les médias, que les médias écrivent, c'est pas vrai. C'est des faussetés. Fait que toi, tu as un souvenir de ça. Tu rêvais, Marcelac, oui, 12 ans, là, 12 ans. Ah ouais, OK, c'est impressionnant parce que ça vient, là, t'es dans les années, t'es dans quelles années? 70, là? 72. Moi, je suis les années. Je suis les années, veut dire qu'en 70, j'avais 10 ans, puis en 80, j'en avais 20, puis en... C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est intéressant parce que présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réveil collectif des gens partout au monde. Puis là, il y a des gens qui commencent à se douter qu'il y a des affaires peut-être qui ne marchent pas dans les narratifs et tout ça. Mais les gens pensent que c'est depuis 2010, 2015, depuis, mettons, toute l'histoire de Trump peut-être, puis le Brexit, puis tout ça. Mais là, toi, tu te rappelles qu'il y a des affaires dans les médias que ça fait longtemps. Non, écoute, c'est du vécu, là. C'est sa cause, c'est du vécu. Puis comment t'en es venu plus tard dans ta vie à t'intéresser à l'histoire? Parce que tu me dis tantôt, tu es un gars qui a travaillé dans la technologie un peu, au niveau production, même télévisuelle, technique, etc. Ça a été ta carrière? J'ai tout le temps été dans la technique quand j'étais flow, quand j'étais jeune. Chez nous, dans la famille, là, rien allait chez le réparateur. Il n'y a jamais rien qui est sorti de la maison pour aller chez un réparateur. Jamais. Donc, on réparait les affaires chez nous, que ce soit de la mécanique, de l'électrique, de l'électronique, n'importe quoi. Si à un moment donné, tu n'étais plus capable de rien faire avec ça, c'est à la poubelle que ça allait, parce que c'est... Non, ça veut dire que tu avais tout essayé. On avait tout essayé. Mon père, c'est... Bon, moi, mon père est un fermier, mais on n'a jamais vraiment réussi à faire de quoi avec ça, parce que les terres de Saint-Thomas-de-Charbourg, c'était de la roche, fait que c'était pas très, très bon. Mais pour dire, on vient d'une famille comme ça. Donc, l'idée de se débrouiller de nous-mêmes, c'est imprégné dans nous autres mêmes. Fait que quand t'es tombé dans le monde technique, t'avais-tu appris déjà sur le tas, puis t'as commencé, c'est ça. Écoute, là-dedans? Faire une parenthèse. Ouais. Moi, j'ai étudié en électronique. J'ai un DEC, j'ai un diplôme d'études collégiales. Au cégep de Matane? En électronique, cégep de Rimouski, puis j'ai fait 2 ans à Matane, 1 an à Rimouski. Mais c'est que je connaissais déjà l'électronique avant même d'aller m'inscrire, tu sais. Puis la manière qu'ils ont enseigné ça, moi, je trouvais ça dégueulasse. On avait une couple de profs qui avaient de l'allure, puis c'est ceux-là que le monde haïssait. Mais c'est ceux-là qui avaient du bon sens que le monde haïssait. Parce que c'est eux autres qui nous faisaient forcer à les manèges. Le monde aimait, les étudiants n'aimaient pas ça. Mais si tu veux montrer de quoi à quelqu'un, il faut qu'il se force les manèges. Puis en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai détesté la méthode dans laquelle ils essayaient d'apprendre. Moi, je connaissais déjà l'électronique. Eux, Galéry, moi, je connaissais par cœur. Mais je connais des gens où ce que tu leur demandais, à la fin de leur cours, là, ils ont un diplôme, puis tu leur demandes, tu poses des questions bien précises d'électronique, puis ils sont là, la mâchoire leur descend. Chris, ils ont un diplôme, ce monde-là, là. Mais la qualité d'éducation, ça fait longtemps que c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est encore pire. On le voit aujourd'hui, là. On le voit très, très bien dans la science. Oh, écoutez la science, attends un peu. Qui est représentant de la science, là? C'est qui le représentant qui dit « moi, je suis là. » Attends un peu, toi, là. Attends un petit peu, là. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très scientifique. Mais l'histoire des vents dominants, là. Regarde. Non, maintenant, il y a une limite, là. Il y a une limite, là. C'est super intéressant parce que toute la question du système d'éducation, c'est pas quelque chose qu'on va traiter ensemble, mais c'est fascinant. Tout ça après la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça, le système médical, puis puis... Fait que, tu sais, quand on dit que les médecins, c'est du bon monde en général, mais tu sais, c'est pas des scientifiques, les médecins. Ils sont formés comme techniciens. Eux autres, ils apprennent diagnostic, traitement. Ils apprennent pas à écouter les gens, à parler. Fait que tout le système d'éducation, que ce soit en électronique, que ce soit en électrocorporel, encore physique, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Ouais. Fait que là, toi, tu as travaillé dans l'électronique, puis à un moment donné, tu es tombé dans des terriers de lapin, j'ai l'impression, quand tu t'es mis à t'intéresser à quelque chose. Y a-tu un premier truc de recherche que tu t'es dit, là, je me mets à lire là-dessus, puis que tu es tombé dans quelque chose? Écoute, j'ai tout le temps été, comment je peux dire ça, à cause du fait que j'ai tout le temps été un mouton noir, dans le sens, tout le temps été un peu à part des autres, parce que justement, tout jeune, je voyais que les médias n'avaient pas d'allure. La vie ordinaire des gens, là, tu sais, genre, tu te maries, tu as un char, tu as une maison, là, tu vas avoir le chien, les enfants, la roulotte, la piscine. Ouais. Ça fitait pas avec moi, ça. Non, mais l'idée globale, normale de la vie des gens, là, moi, je me suis dit, si ça a déjà été fait
Ben, pourquoi je ferais pareil, moi? Déjà là, tout jeune, j'avais ça. J'avais 15 ans, puis j'avais déjà cette idée-là. Fait que c'est clair que comment je peux dire ça? Que j'allais prendre un autre chemin. Là. Ouais. Donc, oui, j'étais allé au cégep, je cherchais un diplôme, ça prenait un job, il fallait être capable de travailler. J'ai des frères qu'eux autres l'ont pas fait, puis j'ai vu qu'est-ce que ça faisait comme effet. C'est-à-dire que, veux pas, si t'as pas de diplôme, ben les salaires, ils sont moindres, puis tu n'arraches, puis bon, moi, j'ai dit, oh, pas sûr que je veux ça. Fait que je me suis allé me chercher un diplôme. Mais 2 semaines après avoir sorti avec mon diplôme, j'étais allé à Montréal, puis j'étais allé me chercher un job. J'ai travaillé pour Marconi pendant un bout. Puis à un moment donné, j'ai vu que Marconi, c'est une grosse boîte. Hein, il y avait 3000 personnes là-dedans que je travaillais. Là. C'est toutes des gens en technique, mais 3000 personnes. Il y a plusieurs départements avioniques. Moi, j'étais dans le département de l'avionique. On était 23 techniciens. Mais tu es sur un bench, puis tu as des circuits électroniques, puis des appareils, puis tu répares ça. Ben, c'est parce qu'à 10 heures, la cloche sonne. Tu prends ton break. Puis comme à Polyvalente, la cloche, ça ressonne pour que tu arrêtes ton break. Puis tu t'en vas manger une demi-heure pour dîner, puis tu reviens. Puis... non, moi, non. Après 3 ans, là, j'en avais mon casque de ça. Là. J'aimais bien l'électronique, j'aimais bien... Mais il manquait une composante humaine. Moi, je voyais ce qui se passait dans le monde. Je disais, tabarnak, il faut que je fasse de quoi? Excuse le langage, mais... Non, c'est correct. Il fallait sur le web. non, mais quand même, c'est pas... Mais je veux pas sacrer. Mais c'est le fait que tu comment je peux te dire ça? On est des humains, là. Puis moi, je travaille avec des machines, là. Puis un moment donné, tu vois des problèmes, puis toi, t'es là, puis tu fais rien. Fait qu'un moment donné, là, j'ai rencontré des gens, puis tout, puis il y avait du monde qui me disait, bah ouais, on est en train de montrer un parti politique, on va intervenir dans... OK, ouais, ben, ça m'intéresse. Puis parle pas Georges, en tout cas, moi, te faire une affaire courte. J'ai lâché ma job. C'est la gang de la Rouche, ça? Oui, c'est la gang de la Rouche. J'ai lâché ma job. J'ai lâché ma job, puis je suis allé me présenter à Manicouagan. En 1984, j'avais 24 ans. Je lâche ma job, fous ça là, me présente comme Brian Mulroney dans le comté de Manicouagan pour le Parti pour la République du Canada. Tu sais, Sa Majesté, là, bye-bye. C'était l'idée de la chose. Mais là, ça veut dire, là, en 84, fait que là, t'as 24. J'ai 24 ans. Fait que là, mais là, ça veut dire que t'avais déjà catché, toi, à ce moment-là, oui. le contrôle de l'Empire sur le Canada. Toi. Absolument. Puis ça, t'avais catché ça comment? Tu avais lu, t'avais... Ouais, écoute, dans le temps, il y avait des cassettes. Tu sais, bon, là, il faut retomber dans des gens avant ton âge, tu sais, une cassette, là, une cassette audio. Moi, je l'ai connu, ça. Bon, ça existait dans le temps. Je suis dans la dernière, moi, je suis dans la dernière génération. Mais il y avait des cassettes du père Rechimbal qui parlait des francs-maçons, puis les Illuminati, puis musique rock à l'envers. Moi, j'étais un flou, j'entends ça. Ouais, c'est intéressant. Mais là, tu dis, oups, pas là. Tu sais, t'as déjà une idée que le système, il est comme déjà pas mal runné d'ailleurs, puis que ça a l'air un peu... Puis là, t'entends une patente de même que tabarnak, c'est mondial, puis c'est attends un peu là. Fait que là, ça t'ouvre un peu l'esprit sur la possibilité que, il se passe d'autres choses, là. Fait que quand j'ai rencontré les gens de la Rouge, eux autres, c'était terre à terre, c'était direct, c'était des choses bien ordinaires, l'économie, les affaires, mais c'était clair. Regarde, la Banque mondiale, elle run les affaires, l'FMI, le BRI, Banque en tout cas, en anglais, là. Les settlements, les règlements, Banque des règlements. Banque des règlements internationaux, ouais. Qui est la mère des banques, tu sais, que c'est eux autres qui run le show, finalement, là. Fait que là, mais c'est en 84, j'ai 24 ans, là, on est en 84, on n'est pas là, aujourd'hui, il y a du monde qui se réveille là. Ben oui. Fait un bout, moi, là, que fait que tu vois ça aller, puis tu te dis, waouh, bon, Simonac, là, il se passe de quoi, puis là, le monde se réveille, c'est le fun. T'étais-tu déjà, ou je connais même pas, tu sais, tant que ça, ton évolution politique, mais mettons, pour finir notre introduction, tu t'es présenté pour le Parti de la République du Canada. Ouais. C'était quoi ton opinion par rapport à la souveraineté du Québec à ce moment-là? Parce que là, tu venais de finir la Révolution tranquille. C'est parce que la souveraineté du Québec... Écoute bien ça. T'avais-tu déjà catché l'affaire qu'on va discuter avec que la souveraineté du Québec était instrumentalisée à ce moment-là? La réponse à ça, c'est non. C'était par après plus l'ouverture de... Parce que moi-même, étant plus jeune, j'ai été militant Parti québécois, tu sais, René Lévesque, le drapeau, référendum de 80, là, moi, le drapeau, ouais. D'ailleurs, je pourrais te conter une anecdote, mais c'est fâchant, c'est enrageant. J'en revenais à 1h30, on avait un party, nous autres, un party de défaite, mais c'était un party pareil, c'est fait un party chez les îles à Matane, puis tout ça, puis on avait des drapeaux, puis tout. Moi, je m'en reviens avec ma blonde du temps, puis on marche sur le trottoir à 1h du matin, le cochon rose,
pour pas nommer de nom, il est connu dans le temps des années 70, 80, mais le cochon rose arrête avec son char, police, parce que dans le temps, la police de Matane, ça existait. Là. Aujourd'hui, c'est la SQ, mais ça existait dans le temps, la police de Matane. Là, il nous arrête, confisque mon drapeau. Hey, on vient de perdre le référendum, là, puis il me confisque mon drapeau du Québec. Ah, ouais. C'est genre... Non, mais tu vois, c'est évident là, que c'était pour faire enrager le monde. Là. C'est quoi? Là, supposément qu'il y avait eu des vols de drapeaux. La Société Saint-Jean-Baptiste qui avait donné un drapeau à un de mes chums, que moi, j'avais son drapeau. Mais là, ça a créé toute une affaire. Les polices sont venus chez nous plus tard, l'investigation. Non, c'est fou. Okay. C'est fou. J'ai 20 ans, moi, là. J'ai 20 ans. Wow. Bon, c'est par après que je me suis aperçu que, bon, Parti québécois, bon, c'est... Okay, fait qu'à ce moment-là, tu t'es présenté pour le Parti de la République du Canada. Mais ça, c'est 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Ouais, c'est 4 ans plus tard. Puis à ce moment-là... fait que quand j'avais 20 ans, que je m'avais fait piquer le drapeau, moi, je suis gung-ho, René Lévesque, dépendant. Mais rendu à 24 ans, là... Ah non, là, c'est plus pareil. Là, t'as fait ton switch. C'est parce que j'ai lu. OK. J'ai regardé c'était quoi, j'ai lu la plateforme du Parti. Ben regarde, j'étais militant du Parti québécois, j'ai jamais vu la plateforme, moi, là. C'est ça. J'ai jamais lu c'est quoi qui me demandait là-dedans, là. Fait que là, tu lis, tu t'informes, puis tu regardes, puis là, tu t'aperçois, un peu, De Gaulle, il est venu. Quand De Gaulle est venu, 117, là, qui était là? Hey, c'est pas un évêque, c'est Daniel Johnson qui était là. Oh, c'est qui ça, ce gars-là, connais pas? Ben là, tu fouilles, puis tu t'aperçois, oh, tabarnak, il écrit une constitution pour le Canada, une constitution républicaine qui aurait foutu Sa Majesté dehors. C'est comme... non, mais c'est fou ce que ça fait comme effet, là. Ben écoute, oui, moi, quand je suis tombé là-dedans, comme je te dis, quand je t'ai découvert tes textes, puis ceux de maths, tout ça, là, ça fait 2 ans, moi, là, qu'au niveau politique, historique, moi, c'était mon réveil s'était fait ailleurs. Scientifique, puis tout ça, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. Mais pour moi, ça fait longtemps, tu sais. En 2010, 2010 à 2015, là, j'ai catché, puis après ça. Mais quand tu mixes ça avec l'histoire, c'est malade. Fait que là, écoute, on va finir l'introduction rapide, mais juste dis-moi en quelques mots, parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est le gros cœur, si on veut, de la découverte qui fait flipper le narratif un peu. Fait que si tu avais à résumer, mettons, en gros, qu'est-ce que tu as découvert sur Daniel Johnson par rapport au Parti québécois puis à l'histoire du souverainisme du Québec des années 70, mettons. Tu sais, si on faisait un petit... C'est difficile à résumer, mais en quelques secondes. Non, moi, je te résume ça par une image très, 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 très simple. Tout le monde a déjà vu ça dans un chalet, une languette. Tu sais, les languettes que tu mets plein de colle là, pour ramasser les mouches. Ouais. Ça, c'est le Parti québécois. Ouh. La languette qui pend là, puis que les mouches se collent dessus puis crèvent, là, ça, c'est le Parti québécois. Le Parti québécois a été créé 2 semaines après la mort de Daniel Johnson. Et voilà ta réponse. Ça ramasse tout le monde qui était dans le mouvement Johnson-De Gaulle. Ouais, on va faire de quoi avec ce pays-là. Coupe les couilles, je trouve flanc final. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre épisode un peu plus détaillé, parce que c'est un bon cliffhanger, comme on dit en anglais. C'est une bonne fin abrupte pour nous laisser accrocher pour la suite. Fait qu'écoute, Rénald Rouleau, merci pour l'introduction. Puis on se reparle dans la série Le Québec en quarantaine, dans tes 2 épisodes. Pas de trouble. Salut. Merci. Merci. That's it tout le monde, vous connaissez maintenant les 3 invités qui vont se faire un plaisir et le devoir de vous informer, de vous partager une version originale et pas mal plus éclairante peut-être de l'histoire du Québec dans le Canada et du Canada plus largement dans les yeux de l'Empire britannique que la pseudo-histoire peut-être très très de base, disons, de la proto-basic histoire qu'on connaît tous et qu'on a appris à l'école et en consultant articles et revues d'informations là, classiques modernes. C'est maintenant le temps d'entrer dans le cœur du sujet. Alors, je vous invite à rester à l'écoute de la saison 2 du podcast Dans le franc des yeux, podcast présenté par Franc-Maçon, bien sûr, intitulé Le Québec en quarantaine. Et pour le premier épisode, on va faire un survol général de la thèse historique développée principalement autour de mon invité central, si on veut, qui est Matt Ehret.
Et ensuite, au deuxième épisode, on va vraiment aller dans les détails et retourner dans le passé jusqu'au 18e siècle, donc dans les années 1700, avant la Révolution, c'est ça, la rébellion, plutôt des patriotes. Et vous allez voir, vous allez rire dans un des épisodes pourquoi je ne dis pas Révolution, mais je dis bien Rébellion. Donc, on va en reparler un peu plus tard. Des Canadiens français, et ça, au moment de la Révolution américaine pour voir qu'est-ce qui se passait concrètement dans l'espace géopolitique à l'époque pour mieux comprendre nos racines québécoises. Donc, dans les notes, dans les commentaires, je laisse des options pour les contributions financières, comme je le disais au début ici. Donc, les 500 premiers dollars, si je reçois ça pendant toute la saison jusqu'en printemps 2024, ça va être donné au complet à mes invités. Et si jamais il y en a plus, par chance, qui sait, ben, je vais garder l'excédent de mon côté. Ça m'a quand même pris 5 mois à faire tout ça. Et puis, c'est ça, c'est beaucoup de travail, mais peu importe. L'objectif, c'est que ça vous donne de la valeur à vous. Et que vous puissiez ensuite aller faire un peu plus de bonheur, répandre plus de bonheur, voilà, dans la vie, en comprenant mieux le monde dans lequel vous vous situez. Rappelez que je vous offre un narratif original, alternatif, référencé et logique, mais le but, c'est pas de vous dire comment penser, ni quelle est la vérité absolue, comme je disais dans l'introduction, encore une fois, c'est super important. Ça, c'est juste vous qui pouvez y arriver. Le but, c'est surtout de faire dilater votre conscience personnelle, peut-être, sur le monde et briser les dogmes idéologiques fixes qui nous ont tous été imposés depuis notre naissance en tant que nation du Québec ici et qu'on n'a jamais appris à questionner. Voilà. Donc, c'était le podcast Dans le franc des yeux, début de la 2e saison présenté par Franc-Maçon. Alors, aimez et partagez si vous appréciez le contenu et je te laisse en te disant change-toi, change le monde. Ciao.